Ah, Émilie. Voilà. C'est bon? Ça marche. Bon. Et voilà, donc on va commencer. Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui. Comme certains le savent, c'était une conférence que je voulais donner le 15 mars. Mais après, comme ça, évidemment, avec le corona, tout est tombé à l'eau. Mais c'est pas plus mal parce que pour finir, je l'ai refaite entièrement. Et donc voilà. Donc, le thème, c'est le sucre, le sel et la graisse, comme vous le savez. C'est un thème que je trouve particulièrement pertinent parce que c'est des aliments qui vraiment sont devenus omniprésents dans tout ce qu'on achète au supermarché. Dans les produits transformés, mais aussi dans les produits non transformés. Et maintenant, c'est des aliments qu'on consomme depuis toujours. On avait une très bonne relation avec eux, mais depuis un petit temps, ils font la première des journaux en disant que c'est à cause de eux qu'on a des problèmes d'hypertension, on a des problèmes de diabète. En gros, une catégorie de maladies qui s'appelle les maladies, le syndrome métabolique, qui fait partie des maladies non transmissibles. Donc ça, on va aussi un peu les voir. Mais donc voilà, donc c'est un thème quand même assez compliqué, entre autres parce que même que ce sont des aliments que tout le monde connaît sur leur assiette, c'est des aliments que la science a encore des grosses difficultés à connaître, entre autres à cause des interactions qui se font entre les différents aliments, mais aussi parce que c'est une industrie gigantesque, le sucre, le sel et la graisse, et les enjeux économiques font que la recherche est assez fortement manipulée, et ça, on va aussi un peu en parler. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre ces ingrédients, comprendre comment ils agissent pour pouvoir faire un choix raisonné quand on fait ses courses. Donc voilà, donc, moi je m'appelle Louis, je travaille surtout avec les plantes médicinales, mais il se fait qu'en fait la plante si l'alimentation n'est pas saine, on ne peut pas avoir, même les plantes médicinales ne pourront pas agir de la meilleure façon. Et puis en poussant encore un peu la chose, on voit que même l'alimentation, les légumes ce sont des plantes, et que l'alimentation et la plante médicinale est très très proche. Donc comme on voit ici, donc ça c'est plus une idée, mais qu'est-ce qui est médicinal et qu'est-ce qui est alimentaire? Donc ici on voit une sorte de spectre, mais bon, tout le monde connaît la camomille, le tilleul, on sait que c'est des tisanes dites médicinales. Ici on a la digitale, ça si on mange la digitale, ça va vraiment pas bien. Mais par contre, si quelqu'un est malade, s'il y a des problèmes cardiaques et que la digitale est donnée de façon correcte, alors c'est une plante très fortement médicinale. Maintenant la camomille, elle ne se prend pas juste dans la contexte médicinal, elle se prend après avoir mangé. Après le curcuma, oui c'est bien médicinal, on le sait, mais c'est aussi alimentaire, c'est à base du curry. Là on va dire que c'est alimentaire, mais en fait c'est un des antiviraux les plus puissants. Le pamplemousse, un fruit qu'on retrouve partout, on sait maintenant est aussi hyper médicinal, donc il a une influence très profonde sur les enzymes, entre autres une enzyme hépatique. Et puis il y a le hareng, donc le hareng, en effet on retrouve même que les animaux peuvent être très médicinaux, donc le hareng est très riche en oméga 3, et on va un peu parler des oméga 3 parce que c'est une graisse. Et voilà, et pour finir, on voit qu'en fait tout est médicinal, et que même par exemple les couverts qu'on utilise, si on utilise une fourchette en argent ou une fourchette en cuivre, quand on mange avec cette cuillère, on reçoit quand même des petites particules de la cuillère, et si c'est de l'argent, ça va par exemple assainir la nourriture. Si on fait cuire une soupe dans une casserole en cuivre ou dans une casserole en aluminium, ça va quand même bien changer la nutrition de l'assiette. Donc voilà. Donc bon, on a vu la phrase que l'alimentation soit ta première médecine. Et une autre phrase d'Hippocrate, c'est toute maladie commence dans l'intestin. Donc ça c'est vraiment, ça montre vraiment
en une phrase la relation entre l'alimentation et la santé. Et aujourd'hui, on avait un peu oublié ces notions pendant assez longtemps, mais aujourd'hui, on commence à retrouver que l'intestin est en effet hyper important dans la santé, surtout au niveau des cellules immunitaires que ça contient, et surtout au niveau de la microflore, qui aujourd'hui doucement commence à se faire reconnaître comme étant un organe de plus. En anglais, on dit « you are what you eat », et c'est pas juste une image, mais c'est véritablement ça. C'est que notre corps est fait de l'alimentation qu'on mange. Donc notre corps, les aliments qu'on mange à l'extérieur vont venir remplacer les cellules dans notre corps qui se changent tous les X jours ou X mois. Et du coup, ça explique pourquoi c'est tellement important d'avoir l'alimentation, parce que un corps qui est fait de substances naturelles doit être remplacé par des substances naturelles. Du coup, il y a la médecine naturelle, on emploie des substances naturelles, il y a la médecine synthétique, après évidemment il y a un spectre entre les deux, et chacun a son rôle, mais quand le corps est en train de se dégénérer, on ne peut jamais remplacer ça avec une substance synthétique, parce que ça ne tombe pas dans le même fonctionnement. Voilà, mais donc la nourriture peut être vue comme étant un médicament, mais comme un médicament, il n'y a pas de bon médicament, il n'y a pas de mauvais médicament généralement parlant, c'est basé justement sur la personne, sur le contexte, et c'est aussi vrai pour l'alimentation. Donc souvent les gens cherchent à avoir une liste déterminée d'aliments à prendre et d'aliments à éviter. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Et au fait, n'hésitez pas si vous avez des questions, de me poser des questions. Hein. Je réfléchis mieux comme ça souvent. Voilà, donc ce qu'il faut faire, plutôt qu'essayer de mémoriser une liste de ce qui est bon et ce qui est mauvais, moi je pense qu'il faut comprendre les notions d'alimentation pour pouvoir faire son choix raisonné. Maintenant, quand on est malade et qu'il faut restaurer la santé, là ça demande plus d'expertise, parce qu'on travaille avec des substances plus médicinales, donc plus concentrées, plus actives, et il faut savoir mieux viser, connaître plus dans les détails. Mais je pense que tout le monde devrait savoir maintenir sa santé. Et maintenir sa santé, ça se fait avec des principes qui sont un peu plus généraux, et surtout avec l'alimentation. Donc voilà, la nourriture, souvent les gens vont penser qu'il suffit de retourner à l'alimentation naturelle et que ça sera bon parce que le corps est naturel, mais en effet l'alimentation a déjà beaucoup changé au cours de notre existence et notre corps aussi a déjà beaucoup changé. Donc ici on voit par exemple l'ancêtre de la tomate, ici on voit la tomate moderne, donc à la base c'est des petites billes comme ça, et c'est une plante qui fait partie des solanacées et à la base qui était toxique. Et donc on a par la sélection génétique, donc c'est pas la manipulation génétique mais la sélection génétique, on est parvenu à retirer cette substance qui s'appelle la solanine et on en a fait un des légumes les plus utilisés sur toute la planète. Idem pour la pomme de terre qui est aussi une solanacée, l'aubergine. Et en fait on réalise que dans la nature, c'est pas vraiment un restaurant où il y a une carte de ce qui est prêt à manger. L'homme doit vraiment doit travailler avec ce qu'il a. Et voilà, c'est pour ça que dans certaines cultures, ils mangent certaines choses que dans d'autres, ils ne les mangeraient jamais. Mais de façon générale, ici on a des exemples de la sélection de l'ancêtre de la pastèque, du maïs, qui était un petit brin d'herbe, la banane, qui était pleine de graines, et l'aubergine, aussi similaire à la tomate. Mais donc voilà, c'est par l'intention de ce qu'on cherchait qu'on est parvenu à faire grossir le fruit comme on le voulait. Maintenant, en grande partie, on a sélectionné des fruits pour avoir moins d'amertume et pour avoir une peau plus fine, pour les rendre plus digestes. Maintenant, en faisant ça, on a affaibli notre système intestinal, notre système digestif, parce qu'il a moins de travail. C'est comme un muscle, le moins on l'utilise, le moins il se muscle. Mais il y a aussi une théorie qu'en faisant ça, notre système digestif, en étant soulagé de ses dépenses énergétiques, on a pu justement développer notre cerveau. Et donc c'était une sorte d'échange, et c'est à chacun de choisir si ça valait la peine ou pas. Voilà, mais donc un point assez important, c'est que ça dépend vraiment de l'intention. Et il faut croire, évidemment il y a toujours eu du commerce, mais il faut croire que dans le passé, quand on sélectionnait des plantes,
vu que le fermier les consommait lui-même, son but était vraiment d'avoir sa propre santé, et du coup il sélectionnait les plantes pour être les plus riches en nutriments, etc. Et aujourd'hui l'intention a changé. Ici on voit aussi la sélection génétique au niveau des animaux. Je trouve que pour moi l'exemple du chien, ici on a deux extrêmes dans la sélection génétique qui sont descendus de l'ancêtre du loup. Pour moi ça montre vraiment les extrêmes dans lesquels on peut tomber par la manipulation génétique. Et franchement pour moi la création du chien, qui est vraiment l'animal le plus fidèle, le plus amical envers l'homme, je trouve, sur cette planète, comparé au loup, qui serait le contraire, je trouve que ça montre justement la force de la sélection génétique. Et bon, c'est vraiment une parenthèse, mais si on pourrait faire ça avec tous les légumes, mais aussi les bactéries et les virus et tout ça, ça serait vraiment extraordinaire. Voilà. Mais du coup, on a parlé de la sélection génétique, mais après il y a aussi la transformation. La transformation, c'est similaire. C'est pas toujours une question de réduire la transformation à un minimum. Parce qu'il y a des transformations qui sont nécessaires, par exemple cuire le cassava ou les fèves, on doit changer l'eau parce qu'elles contiennent encore des substances toxiques. Beaucoup de plantes doivent encore être cuites. Donc ici on voit de nouveau le spectre de transformation. Il faut se demander à quel point est-ce que ça devient malsain. Donc nous on connaît bien cette pomme-là, on va dire une vieille pomme ancienne, mais bon après il y a quand même l'ancêtre de la pomme qui elle est presque pas comestible, enfin c'est très mauvais si vous avez déjà goûté. Après voilà, on a par exemple la Granny Smith qui est hyper sucrée, qui contient plus de vitamines. Après on peut presser le jus, ou on retire la fibre entre autres, mais encore il est trouble. Après on a raffiné, et après on se retrouve carrément avec de l'arôme de pomme. Et donc il n'y a vraiment pas de réponse concrète à quel point est-ce que ça devient malsain, parce que ça va aussi dépendre de la quantité évidemment, mais aussi le contexte. Donc si on mange que des pommes toute la journée, ça devient malsain, hein, c'est sûr, pendant trop longtemps. Mais voilà. Mais des pommes comme il y en a là, moi quand je suis pas vieux pourtant, ouais. J'ai 68 ans, des pommes quand j'ai 10-15 ans, je n'ai jamais vu des pommes comme aussi parfaites que celle-là. Comme celle-ci. Elles étaient entre celle-là et celle qui est à gauche. Mais impossible, j'aurais dû rajouter encore une photo. Mais bon, le spectre c'est Donc je peux vous dire que ça a été rapide. Voilà, c'est ça. Mais donc justement, ça nous ramène justement à l'intention qui a gouverné la sélection de ces pommes. Et peut-être qu'elles étaient plus petites, mais elles étaient plus nutritives. Et maintenant, on a des études qui montrent que les minéraux et les vitamines dans les aliments ont chuté en 50 ans. Je crois que le cuivre a chuté de plus ou moins 70% dans les aliments qui se trouvent aux États-Unis en tous les cas. Mais bon, le système d'agriculture américain commence à venir en Europe assez rapidement. Mais donc voilà, la grande question c'est qui dirige la sélection et la transformation aujourd'hui. Et en gros, il y a, ici on a les 6 firmes qui contrôlent, non, les 4 firmes qui contrôlent 60% de toutes les graines sur la planète. Et après ici on a, oui bon il faut zoomer, mais les gros c'est Bayer, mais il y a Villemorin, enfin les graines les plus connues. Et après ici, donc ça c'est vraiment les dieux de la sélection, et puis ici on a les dieux de la transformation. Et donc ici on voit vraiment que quelques firmes, et je crois que ça s'est encore concentré depuis que ce pictographe a été fait, cet infographe. Mais bon, ensemble ils ont plus de 1 million d'employés, et je parle juste de ces cadres-là, de Mars, Kellogg, Unilever, Coca-Cola et Nestlé. Ah oui, Kraft c'est Mondelez maintenant. Mais voilà, donc leur intention, ces gens-là, ils ne mangent pas leurs sneakers et leurs Kellogg's et tout ça. Donc ça, assurez-vous. Donc ce n'est pas vraiment leur problème, la qualité de leur nourriture. Ce qui est important, mais bon, c'est normal dans un business, c'est de faire rentrer les sous et de satisfaire le Board of Trustees. Et du coup, tout ça pour dire que la sélection est plutôt dirigée vers ce que l'alimentation vaut dans ce qu'elle rapporte financièrement. Et vu que le marché est surtout basé sur le prix au kilo, il n'y a pas de motivation à faire augmenter les vitamines,
surtout parce que l'eau, ça pèse beaucoup plus que du zinc par volume. Voilà, donc tout ça pour revenir au fait que l'alimentation, il y a des problèmes, ça on le reconnaît. Maintenant on reparle justement des maladies non transmissibles qui sont devenues la première cause de mort sur toute la planète. Donc ça entend que ce n'est plus des infections qui tuent la plupart du monde sur la planète, c'est maintenant justement des maladies non transmissibles. Ce qui entend que le problème n'est plus à l'extérieur, mais le problème est à l'intérieur. Donc les maladies non transmissibles, il faut bien comprendre, c'est hyper général, c'est tout ce qui n'est pas infectieux, si je ne me trompe pas. Mais ça entend en tous les cas la Parkinson, les maladies auto-immunitaires, le syndrome métabolique, le cancer. Donc ce sont des maladies très très répandues. On connaît tous quelqu'un qui a au moins une de ces maladies. Voilà, donc ici on voit en Belgique que ça n'arrête pas d'augmenter. C'est la première cause de mort, 35 millions de morts par an sur la planète, il y a plus d'obèses que de gens qui ont faim. Et les grands criminels là-dedans, c'est le tabac, l'alcool et après l'alimentation. Mais l'OMS dit explicitement le sucre, le sel et la graisse. Maintenant, le tabac et l'alcool sont réglementés, ils sont non essentiels et l'usage du tabac est même en diminution. Par contre, on continue à avoir les problèmes qui augmentent. C'est un problème qu'on voit depuis les années 60 et normalement, il y a des mesures qui avaient été mises en place pour que ça diminue. Et ça ne diminue pas, ça explose. Et il faut dire qu'en 1999, ces firmes-là se sont retrouvées pour adresser le problème. Et je crois que c'était Monsieur Kraft, justement, qui a dit... Enfin, en gros, ils ont trouvé les solutions et ça n'entend pas, par exemple... Ça entend, par exemple, réduire la graisse dans les aliments, mais pour augmenter le sucre. Ça entend... surtout pas toucher aux Lucky Charms et aux céréales hyper sucrées, mais plutôt faire une gamme bio, nature, qui se trouve tout en bas sur les rayons pour que personne n'y touche, parce que c'est justement les Lucky Charms qui se font le plus d'argent. Les Lucky Charms étant un bonbon céréal, il y a certainement des équivalents en Belgique, voilà. Du coup, plus spécifiquement, pour la graisse, le sel et le sucre, on parle du syndrome métabolique. Donc le syndrome métabolique affecte plus de 16% des Belges. Et c'est un syndrome, donc ça entend plusieurs symptômes, entre l'hypertension, les taux de triglycérides élevés, les problèmes de cholestérol, la résistance à l'insuline. Donc ça, beaucoup connaissent la résistance à l'insuline comme étant le diabète de type 2. Mais aujourd'hui, on reconnaît que l'insuline est à la base de beaucoup d'autres problèmes, entre les ovaires polykystiques et même l'Alzheimer. On commence à soupçonner que ce ne serait pas un type de diabète 3, où justement c'est les récepteurs d'insuline dans le cerveau qui ne fonctionnent plus, et donc le cerveau ne prend plus le glucose nécessaire, sans parler des cétones. Et après, il y a l'obésité. Ce qui est intéressant avec l'obésité, c'est que ce n'est pas l'obésité qui précède le syndrome métabolique, mais le contraire. Et donc, 40% des gens avec le syndrome métabolique ne sont pas obèses. Et donc, ici, on voit les silhouettes, mais il y a plus de chances que quelqu'un qui est obèse soit plus avancé dans le syndrome métabolique, mais tout le monde peut avoir le syndrome métabolique. Donc voilà, l'OMS très, très explicitement accuse le sucre, le sel et la graisse. D'autres organisations le font aussi depuis les années 60, et on essaye de mettre des normes au niveau de ce qu'on devrait consommer, au niveau de proportion et tout ça. Et donc voilà, donc maintenant on va justement un peu explorer ces trois aliments, le sucre, la graisse et le sel, qui sont assez différents de leur origine. Bon, évidemment, ces aliments se trouvent dans tout. Ça, c'est une grotte de sel d'Himalaya. J'étais assez impressionné de voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc on commence par la graisse. Donc, la graisse, c'est vraiment dans les années 60 qu'elle a commencé à être diabolisée. Parce qu'il y avait des augmentations de problèmes cardiovasculaires dans la population, à l'époque surtout américaine. Et donc, l'artérosclérose, c'est en gros où il y a de la graisse qui se met dans les veines. Mais la graisse, ça entend aussi le cholestérol, qui est une substance grasse, et quand on la consomme, tous sont souvent ensemble. Mais donc la graisse, en gros, bouche les artères. Voilà, et donc la logique voudrait que s'il y a trop de graisse dans les artères, c'est parce qu'on consomme trop de graisse, et du coup, si on diminue la graisse dans les artères. Du coup, il y a eu tout un mouvement pour réduire la graisse dans les aliments.
Et après, il y a aussi l'invention de la margarine qui était censée vraiment révolutionner les problèmes de cœur et tout ça, sans cholestérol et tout ça. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et on a encore plus de problèmes cardiovasculaires aujourd'hui qu'avant. Maintenant, il y a aussi des études épidémiologiques qui montraient que la graisse, c'était probablement pas aussi direct que ça, la liaison entre la consommation de graisse alimentaire et la production, le développement de l'artérosclérose. Donc on regarde par exemple les Inuits. Les Inuits sont les Esquimaux dans les régions polaires. Ils n'ont pas de féculents, ils mangent surtout de la viande et de la graisse. Donc 50% de leur régime c'est de la graisse et ils n'ont pas de problème d'hypertension, de problème cardiovasculaire, d'artérosclérose. Et idem pour les Méditerranéens. Donc ça on en a beaucoup parlé, on en parle encore beaucoup, du régime méditerranéen, où 35% de la graisse vient de l'alimentation et ils ont un des taux de problèmes cardiovasculaires le plus bas du monde. Voilà, donc rien ne change, et même ça s'empire. Et maintenant il y a des études un peu plus spécifiques qui ont même vu que si on remplace par exemple la graisse, on retire la graisse, mais on va remplacer les calories par quelque chose d'autre, donc on les remplace par des féculents et que même le problème d'artérosclérose s'empire. Donc ça donne déjà un peu un indice du rôle du sucre. Mais voilà. Surtout maintenant, aujourd'hui, on a retrouvé des documents qui montrent que ce mouvement de diminuer la graisse, de culpabiliser la graisse comme étant au rôle des problèmes cardiovasculaires, était en majorité sponsorisé par l'industrie du sucre. Et donc avec les études, on commence à reconnaître que ce n'est pas une question de quantité de la graisse, mais une question de qualité. Donc maintenant, les études se poussent vraiment sur ça. Donc, il faut d'abord un peu connaître c'est quoi les différentes sortes de graisses. Donc en gros, les graisses, quand on consomme la graisse, on va plutôt parler de substances grasses, donc il y a du cholestérol, mais on ne va pas trop parler du cholestérol aujourd'hui. Il y a les triglycérides qui sont accrochés aux acides gras, et après il y a aussi les vitamines A, D, E et K. Mais au niveau des graisses, on va surtout parler d'elles aujourd'hui, on les divise en gros en 4 catégories selon comment se trouve la liaison entre les carbones. Donc en gros, il y a les graisses trans, les graisses saturées, monoinsaturées et polyinsaturées. Tout ce qu'il faut savoir au niveau de la chimie, c'est qu'ici vous voyez il y a une double liaison, ici il n'y en a pas, et donc c'est tout droit. Ici il y a une double liaison, mais sur le même côté, et puis ici il y en a plusieurs sur le même côté. Quand elles sont du même côté, la molécule se plie, et donc celle-ci reste liquide, celle-ci reste solide. Ça c'est très important au niveau de comment elles agissent dans le corps, et surtout comment elles agissent dans la cuisine, et surtout comment elles agissent dans l'industrie. Donc quand elles sont droites, elles sont beaucoup plus stables, et elles sont beaucoup plus solides. La graisse trans, qui est droite en plus avec une double liaison, est extrêmement stable, et même elle est synthétique. Donc la graisse trans, en Europe à ma connaissance, elle n'est plus utilisée. Elle a été largement bannie parce qu'elle a... Je sais que je parlais d'un spectre de ce qui est bon et mauvais dans l'alimentation, mais il semblerait que les graisses trans sont absolument mauvaises. Ils n'ont vraiment aucun rôle dans la santé. Voilà, donc on a par exemple les donuts, on a les frites. En gros c'est une graisse qui est utilisée strictement parce qu'elle est extrêmement stable, et parce qu'elle est tellement stable qu'on peut frire à des températures beaucoup plus hautes. Parce qu'elle est stable, elle ne devient pas rance et elle se transporte facilement. Donc ça a été développé purement pour des raisons économiques. Et en effet, on commence un peu à voir que le plus stable et homogène une substance, le plus économiquement favorable elle peut être. Et le contraire, évidemment si elle est instable, c'est plus difficile d'en faire un business. Mais dans le corps, on a besoin de quelque chose d'instable. Parce que la vie, c'est un échange de molécules, justement, c'est le métabolisme. Si quelque chose est trop stable, ça ne peut pas participer dans ces échanges. Et donc, si on pousse un peu cette manière de penser, il semblerait qu'il est très difficile de réconcilier une industrie qui demande la stabilité et l'homogénéité avec la santé qui demande justement une instabilité et une diversité. Mais donc voilà, ici on a un peu des exemples. Il y a le donut et les frites, mais en gros ça va être toutes les nourritures industrielles. Ça peut même être les cookies qu'on retrouve au supermarché qui ont une date de péremption de 3 ans ou je sais pas quoi.
Mais de nouveau, on va probablement... Parce que là, on parle de fruits et de cookies et autres, mais ce n'est pas des graisses en soi. On parle de quelle graisse exactement? Donc on va parler de donut et frites. C'est frit dans la Il y a quoi? graisse. Il est dans des graisses trans. Oui, non. Bon, évidemment, ce sont des aliments qui sont des mélanges. Donc la frite, c'est de la pomme de terre, ça c'est surtout de la farine. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit frit dans les graisses trans, justement. Donc ça en contient encore beaucoup. Mais même un biscuit, la graisse est importante pour le mouthfeel, comme ils appellent ça. C'est quel type de graisse? C'est des huiles, c'est quoi comme c'est des huiles en fait? C'est des huiles qui ont été... d'arachide par exemple? Enfin, c'est quoi? Par exemple, ça peut être de l'huile d'arachide, mais ce n'est plus de l'huile d'arachide parce qu'elle a été hydrogénisée. Donc c'est un procédé chimique. Apparemment, il y a des tout petites traces de graisse trans dans la viande, mais de façon générale, c'est purement synthétique et ça se fait strictement par un procédé chimique. Ouais. Attention que quand vous cuisez par exemple l'huile d'olive, vous en faites du trans. Ouais. Donc c'est à bannir. Voilà. Donc en effet, l'huile d'olive serait une graisse monoinsaturée. Donc elle est liquide, ce qui est bien, mais elle est aussi relativement instable. En fait, c'est pas très bon de cuire dans de l'huile d'olive. S'il faut cuire dans une huile, premièrement, il faut essayer de ne pas monter trop haut, mais surtout, il faut utiliser une graisse plus solide, mais en évitant la trans, en évitant les graisses saturées. Donne un exemple. Donc la graisse saturée, c'est par exemple la graisse qui se trouve dans la viande, mais surtout les graisses animalières, donc c'est aussi le beurre, c'est le fromage. Mais il y a quand même des exemples végétaux, c'est l'huile de palme et l'huile de coco. Donc l'huile de palme, bon là il y a toute une histoire. Oui, Canard. Graisse de canard. Toute une histoire. Quoi? Graisse de canard, oui. De canard aussi, oui. Voilà. Oui, parce que la graisse de canard qui est solide, donc en effet on peut utiliser de la graisse de canard, le ghee aussi. Donc il y a un beurre indien qui a d'autres propriétés exceptionnelles. Maintenant les graisses saturées au niveau de la santé, c'est un peu... Il n'y a pas vraiment de conclusion. Et donc il faut cuire avec quelle huile? Oui, donc par exemple la graisse de canard, par exemple le suif de bœuf. La graisse de coco. La graisse de coco, voilà, exactement. La graisse de coco aussi. Le maximum 150 degrés. Voilà, c'est ça. Il faut quand même pas monter trop haut, mais c'est plus safe d'utiliser la saturée que les insaturés. L'huile de coco, donc en effet les saturés, il y a un peu des histoires un peu mélangées, mais l'huile de noix de coco, qui est un des seuls végétaux qui contient une graisse saturée, a d'autres valeurs médicinales qui, je trouve, font de lui vraiment une exception et qui se retrouvent plus dans la catégorie de ces huiles-là au niveau de bienfaits de santé. Parce qu'en effet, il semblerait qu'il y ait quand même des effets de santé qui s'améliorent le plus on descend vers l'instable, vers les polyinsaturés. Donc voilà, ensuite on a les monoinsaturés qui sont moins stables mais plus liquides. Ça entend surtout les huiles oméga 9. Donc il y a un type de monoinsaturé qui s'appelle l'oméga 9. Et là on commence déjà à avoir des beaux effets sur la santé. Donc ça diminue le LDL, le cholestérol qu'on préférerait soit plus bas. Et voilà, donc c'est l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, etc. Sur le LDL, ça diminue le LDL? Mais pas pour cuire. Comment? Ça diminue le LDL. Ça diminue le LDL? Oui. Je suis un peu sceptique. Oui. Mais, ok. Que ça empêche de monter le LDL par rapport à d'autres graisses. Ça va. Ça, je veux bien Mais je vais prendre comprendre que ça note. diminue le LDL. Oui. Je ne suis pas convaincu. L'huile d'olive. Ok. Mais c'est une histoire d'équilibre, non? C'est une histoire d'équilibre. C'est certainement une question d'équilibre, mais le LDL, enfin, je te montrerai la source après. D'accord. Je crois que l'huile qui vient des noix, par exemple, peut être très bonne aussi. Voilà, Pour donc, diminuer le LDL. voilà, donc ça va vraiment dépendre de quelle noix. Si on parle de la noix du noyer, alors ça c'est une polyinsaturée. Donc ça c'est encore supérieur, mais là il faut surtout pas chauffer la chose. Parce qu'alors elle chauffe. Ouais, il faut surtout pas chauffer. Mais par exemple, si on met de l'huile de noix dans du granola, Non. dans du granola, Oui. et qu'on fait cuire ce granola,
Dans le four. Non, c'est pas quand c'est. pas ça. Non. C'est vraiment resté frais. Pas au-dessus d'une température. Comment? On peut pas aller jusqu'à une certaine température. Pas chauffé. Évidemment, c'est une question de temps. 10 minutes à 30 degrés, ça n'a pas un problème. Mais même c'est déconseillé de mettre les graisses polyinsaturées, c'est déconseillé de les mettre même en bouteilles qui sont pas teintées. Donc c'est extrêmement instable. Extrêmement instable au point où même il y a des études qui montrent que prendre les oméga 3 par exemple, on commence à découvrir sont vraiment extraordinaires au niveau médicinal, entre autres pour le système nerveux, donc pour la dépression, mais ça agit sur l'inflammation. C'est fortement anti-inflammatoire l'oméga 3, mais si c'est en équilibre correct avec l'oméga 6, et là aussi ça diminue le LDL. Ça devient un véritable casse-tête pour utiliser telle huile avec tel produit. Ça devient un véritable casse-tête quand on est un comptable comme moi. Mais voilà, donc les principes, ça serait cuisiner avec les graisses animales et la graisse de coco. Oui, pardon, il n'y a aucune. Et c'est déconseillé en tous les cas, frire avec. Si on met un peu dans la casserole pour faire revenir ces oignons, je crois que ça va, mais c'est une question. Il n'y a pas de point où ça devient malsain. Et la cacahuète? La cacahuète, c'est aussi une monoinsaturée. Donc on ne peut pas cuire. Et le Il ghee, vaut mieux d'abord Le cuisiner. ghee, c'est rajouter saturé. après. Donc le ghee, c'est très bon pour cuisiner. Tu veux tout faire à la vapeur. Le pépin de raisin, L'huile de noix. Non. je suis pas sûr. Non. Mais dans tous les cas liquides, et si elle est liquide, on sait qu'elle est insaturée. Si elle est liquide, on sait que c'est déconseillé de trop la faire chauffer. Mais je sais que la pépin de raisin a beaucoup de valeur, et donc je me demande si c'est pas une polyinsaturée. Parce que souvent, les huiles les plus médicinales sont les polyinsaturées. Est-ce qu'on ne revient pas plus au beurre de baratte? Le Le beurre de baratte. beurre de baratte, oui, donc ça, ce serait aussi une saturée. Je crois que ça revient Ah oui? fort à la mode. Oui, le beurre de Ah, baratte. super. pour cuire, Tant mieux. Oui, Non. mais pas jusqu'à brunissement. Il faut éviter le brunissement, mais enfin, dans Oui. Jové, on rappelle l'intérêt du beurre de baratte. Mais tant mieux. Les vitamines A et D. Voilà, A, D, E et K. Souvent dans les graisses, ça va être celle-là. Et donc voilà, la graisse joue justement un rôle vraiment essentiel à l'absorption de ces vitamines. Si on retire la graisse, on n'absorbe plus ces vitamines. Et quand tu l'as cuite, au beurre de baratte, les vitamines disparaissent souvent. Quand tu le cuis, même si ça disparaît dans le beurre lui aiderait encore, par exemple, à la vitamine A dans la carotte d'être absorbée dans le corps. Mais évidemment, si tout est cuit, si tout est trop cuit, il n'y a plus rien qui reste. Ouais. Voilà. Bon, donc je vais quand même dire un petit mot sur le cholestérol parce que je trouve qu'il y a vraiment un parallèle entre la situation du cholestérol aujourd'hui et la graisse il y a 50 ans. Donc, le cholestérol aujourd'hui, le taux de cholestérol conseillé diminue assez souvent. Il y a probablement des influences extérieures, mais il y a aussi des notions de santé. Mais au niveau du cholestérol, tu veux dire que les diminue par les Énorme. autorités pharmaceutiques? Oui, il y a une grande influence. Oui. oui. Mais voilà, mais le cholestérol, ça mériterait une présentation pour cette molécule toute seule, mais c'est un thème que je trouve encore très compliqué. Mais je dirais en tous les cas une chose dessus, parce que le cerveau, la masse du cerveau est à 50% composée de cholestérol. Ouais. Donc il y a des études qui montrent même que quand on diminue le cholestérol, ça mène à des troubles psychologiques, entre autres l'agressivité. Et surtout, oui, donc, bon. Ça pourrait être une solution pour beaucoup de choses. ça. Oui, mais voilà, donc, bon, le cholestérol, il faut aussi savoir que la majorité est produite par le foie. Donc on dit qu'il faut réduire la consommation de graisse pour réduire le cholestérol, mais seulement 30% du cholestérol vient de l'alimentation, 70% est produit par le foie. Donc la grande question c'est est-ce que le foie veut la mort, veut notre mort et donc produit du cholestérol pour nous ennuyer, ou est-ce qu'il est justement en train de soigner quelque chose? Et donc pourquoi est-ce que le corps produirait plus de cholestérol? On peut se renseigner sur le rôle du cholestérol. Donc entre autres le cerveau,
Ça, c'est la molécule du cholestérol qui se transforme en vitamine D. Hein. Donc ça, c'est tout un procédé par la peau, par les reins, par le foie, mais en gros le cholestérol devient de la vitamine D. Il devient aussi l'acide cholique, donc la bile. Et il y a un procédé assez intéressant pour faire diminuer le cholestérol dans le corps, qui n'est pas les statines, mais qui est justement en stimulant la production de bile. Il y a ensuite la testostérone. Donc on réduit la cholestérol, on réduit la testostérone. L'estrogène, on réduit le cholestérol, on réduit l'estrogène. Et après le cortisol. Et le cortisol, c'est encore une hormone hyper importante sur plusieurs... pour le système immunitaire, entre autres, qui fait plein de choses. Le plus grand anti-inflammatoire, entre autres. Et puis voilà, surtout le cholestérol joue un rôle primordial dans la couche dans la peau, on va dire, mais la peau aussi des organes et des veines, entre autres. Et donc, je me pose la question, mais ça, il faut faire la recherche, mais je me pose la question si le foie, quand il produit plus de cholestérol et on voit ensuite qu'il y a des problèmes d'artériosclérose, de problèmes cardiovasculaires, est-ce que ça ne pourrait pas être le corps qui essaie de justement préparer les artères? Voilà, mais bref, ça sera pour une autre fois. Mais je vais devoir faire plus d'interviews. Le premier médicament vendu pour le cholestérol est aussi le médicament qui s'est fait le plus d'argent dans toute l'histoire du temps, c'est le Lipitor, qui a fait jusqu'à ce jour 130 milliards de dollars. Et donc, 130 milliards de dollars, c'est plus grand que l'économie de certains pays. Un quart du PIB belge. Voilà, un quart du PIB belge. Okay. Donc, il faut voir que y a des petits enjeux qui sont quand même présents. Des petits ou des grands. Ouais. Si on fait l'analyse de tout ça, forcément, les pharmaceutiques même pas. Il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter du cholestérol. Le premier qui agresse l'artère, c'est l'homocystéine. Et c'est elle qui fait le départ de la lésion de l'artère. Et le cholestérol vient après. Oui. Donc il est trop tard de s'intéresser du cholestérol. Il faut soucier du stade précoce. Et c'est pour ça que le débat sur le cholestérol est extrêmement controversé. Oui. Et les traitements forcément. Oui. Mais ça a servi à les industries, comme tu l'as très bien montré. C'est hyper juteux. Est-ce qu'il y a des médicaments qui agissent sur l'homocystéine? Ah oui, bien sûr. Mais vous devez le faire doser tous chez votre médecin. C'est gratuit en 55 ans. Okay. Mais c'est le facteur le plus important pour évaluer votre risque cardiovasculaire et celui de mort subite, par exemple. Est-ce qu'on sait ce qui augmente le taux d'homocystéine? Oui, les carences en vitamine B3, B6 et B12. Ah oui, par exemple. Et le défaut thyroïdien. Le défaut d'activité thyroïdienne. Mais tu dis la mort subite pour les bébés? Non, pas du tout. Par exemple, vous avez tous connu des gens de 40 ans, super, magnifiques, sportifs, sains, qui mangent bien et tout, et puis sont morts à 40 ans. Ouais. S'ils ont un taux d'homocystéine élevé, c'est-à-dire aux alentours de 20 ou 30, eh bien, votre probabilité d'infarctus de l'année est de quasiment 50%. Mais, oui. En effet, j'ai vu que la vitamine B3 est fortement utilisée pour descendre le cholestérol, et c'est hyper efficace. Je ne sais pas pourquoi c'est pas plus répandu. Je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur le cholestérol. C'est les films qui, comme tu l'as très bien dit, c'est les sucriers qui, à la mort de Truman ou l'accident de Truman, a décidé pour empêcher que les gens ne se détournent des donuts et que là, c'est le gras qui est le coupable. Regardez, notre Truman, il a mangé trop gras, sauf qu'il fumait surtout des gros cigares. Et on s'est attaqué au gras, comme tu l'as bien décrit, donc les margarines, un business est né. Le cholestérol n'est pas notre ennemi, comme tu l'as bien dit, c'est l'isolant cérébral, c'est la source de notre vitamine D et des hormones stéroïdiennes. Voilà. Donc le cholestérol, ce n'est pas votre ennemi. Non. Et l'homocystéine, c'est quoi? B3, B6, B12. Donc l'homocystéine, c'est un déchet qui va être véhiculé dans le circuit sanguin, pour des raisons génétiques aussi, ça existe évidemment, d'où c'est mort très précoce. Mais ceux qui manquent de vitamine B3, B6, B9, à mon avis, tu vas en parler, d'où elles viennent, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est une accumulation de déchets de l'organisme. Et celle qui s'infiltre dans la paroi artérielle et qui est le stade 1 de la lésion. Et le cholestérol viendra ensuite. Mais le primum movens, c'est l'homocystéine. Oui, quasiment. Oui. Oui.
Donc c'est ce que tu voulais dire, le cholestérol n'est pas forcément l'ennemi, il y a non, d'autres... c'est plus un indicateur. C'est plus un indicateur. Voilà. C'est ce que tu disais. Oui, il ne faut pas confondre les symptômes avec les causes. Et même l'homocystéine, on va... Oui, c'est encore un effet, Là, tu as c'est raison, ouais. c'est encore un effet. Oui, c'est ça. Mais voilà, je ne veux pas tellement parler de des vitamines B3 et tout ça. Ça reste assez en surface pour quand on va faire nos courses et on a besoin de savoir ce qu'on va prendre. Mais donc voilà, donc sur les graisses pour résumer, voilà, mais bon, on va encore parler du sucre et du sel. Le sucre est particulièrement intéressant, mais la graisse est surtout très intéressante avec justement ces régimes dont on va parler, le régime méditerranéen et le régime cétogénique, qui, quand on étudie la chose, mène quand même à une amélioration du système cardiovasculaire, donc le prévient, mais aussi l'améliore même après. Donc en effet, la graisse, comme les féculents, sont des calories, donc ça fera prendre du poids s'ils ne sont pas éliminés. Mais à choisir entre les deux, il vaut mieux prendre une calorie de graisse plutôt que de féculents. Maintenant, il est conseillé d'utiliser des graisses saturées, comme on a vu, qui sont les plus solides, animalières et coco, pour cuisiner. Et les graisses polyinsaturées, surtout du type oméga 3, manquent énormément dans notre alimentation en Europe. Il faut essayer d'en favoriser à fond. Et celles-ci sont les graines de lin, les graines de chanvre, mais surtout tous les poissons gras, donc le thon, le hareng, le saumon. Quand on achète une bouteille d'huile oméga 3, Oui. est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment oméga 3? Mais on est sûr de rien. On est sûr de rien. Mais ça serait une des grandes conclusions. C'est en achetant local, on résout beaucoup de ces problèmes. Parce qu'alors on peut faire confiance à la personne. Mais du coup, justement, sur les huiles oméga 3, on a un voisin ici qui habite à Fumal qui produit à Falais, oui, qui produit de la très bonne huile de colza. Et surtout quand on connaît le monsieur, moi je crois pas que ce soit un escroc. Vraiment pas. J'ai pas fait l'analyse de son huile moi-même, mais je suis sûr qu'elle est bonne. Mais quand même, un petit truc à dire sur les oméga 3, bien qu'elles soient excellentes pour la santé, il vaut mieux la prendre sous forme animalière. Donc, L'huile de foie de morue. l'huile de foie de morue par exemple, Les macros. les maquereaux, oui, les sardines, Le hareng. le hareng, Pardon, allez, les trucs comme ça, les toasts, les petits... les anchois. Les anchois, merci, Ouais, les les anchois. anchois, Elle est considérée comme le top. Oui, voilà. Pas sous sa forme salée, Ouais, mais vous avez les petites boîtes d'anchois qui ressemblent à celles des sardines, ainsi m'en prendre, c'est ça. quand elles ne sont pas séchées. Donc là, ça devient encore. Ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est quel poisson est meilleur. Parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est pas parce que l'anchois est tellement plus concentré que le saumon, c'est parce que le saumon, qui rapportait beaucoup de sous, est devenu industriel. On doit le peindre en rose parce que le maïs ne lui confère plus la couleur rose. Donc on met des colorants dans leur alimentation. J'ai fait un reportage l'autre jour Ouais. sur le saumon. Ah oui. C'est vraiment à vous dégoûter d'embranger et Voilà. deux à trois Oui. fois sur l'année du tout bon que... C'est ça, c'est ça. Ah oui. Mais du coup, c'est pour ça qu'on conseille maintenant les anchois, par exemple, qui sont des petits poissons, parce que de 1, il y en a encore dans l'océan, jusqu'à présent, et de 2, parce qu'ils sont plus petits, ils ont moins accumulé, par exemple, les métaux lourds qui s'augmentent avec la chaîne alimentaire. Est-ce que tu as entendu des choses où tu as pu lire que l'huile de foie de morue, justement, serait un concentré, malheureusement, Ouais. de polluants? Donc, Il faudrait vérifier ça. donc ça Je dépend l'ai de la entendu, source. mais tu le vérifieras. Oui, donc en effet, ça dépend d'où vient le foie de morue. Donc il y a différentes marques, il y a des marques qui certifient que c'est pressé à froid, que c'est ça et tout ça. Mais la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'aller chez son poissonnier, d'acheter le foie, la morue, et prendre le foie soi-même. Malheureusement, on en vient un peu là. Ouais, c'est pas très bon, mais- C'était comme Le ça. hareng, la morue, c'est comme ça, je crois. Voilà, donc la morue, c'est pour le moment. Ouais. C'est pour les chariots. Ouais. Le cabillaud, c'est Oui, le hareng et le cabillaud, c'est la même chose, mais ici, c'est surtout c'est le foie de cabillaud qu'on Le utilise. cabillaud est dessalé. Et le foie d'anchois, ça serait beaucoup de travail à aller pêcher le foie. Mais parce que le cabillaud,
la viande a beaucoup d'oméga 3, ce qui est déjà bien, mais dans le foie, là on a les graisses oméga 3, mais on a aussi plein de vitamine A, plein de vitamine D, ce qui manque énormément dans notre régime. Et dans la peau, on a le collagène, et le collagène est vraiment une substance assez exceptionnelle pour beaucoup de problèmes, surtout auto-immunitaires, des problèmes qui ont leur origine dans l'intestin, où la membrane est inflammée. Ça veut dire que dans le foie La peau, oui. il y a aussi quoi, les déchets. Voilà. Il n'est pas bon. Oui, donc une source animale va être beaucoup plus puissante au niveau médicinal, mais elle a aussi la capacité d'être beaucoup plus toxique. Donc, parce qu'ils sont justement plus loin dans la chaîne alimentaire. Donc ils font des substances plus complexes, mais ils ont aussi accumulé plus de poison. Et donc, on va dire que c'est plus risqué avec les animaux. Mais si on prend les oméga 3 sous forme végétale, c'est pas en fait de l'oméga 3, mais c'est le précurseur. Et nous-mêmes, on doit d'abord le transformer en oméga 3. Et le taux de conversion est très bas, c'est de 5 à 10%, je crois. Et du coup, si on est en urgence, il vaut mieux aller sur l'animalier, mais ça devient très compliqué aujourd'hui de manger ça. Bon, c'est pas le message que je vais vous faire passer. Mais voilà, mais avec les oméga 3... Mais avec les oméga 3 et les oméga 6, donc les huiles qui sont les plus médicinales, elles sont très instables. Du coup, c'est très important de consommer ces graisses avec des antioxydants qui vont aider à conserver ces graisses. Un des meilleurs antioxydants à cet effet-là, c'est le romarin. Et du coup, on commence à voir un peu la logique de prendre des épices avec son alimentation. C'est juste un exemple. Bon, on va parler brièvement du sucre, mais le sucre, c'est vraiment lui qui est un peu à la première aujourd'hui. Et il semblerait qu'on commence un peu à le rattraper au niveau de ce qu'il fait dans notre alimentation. Bon, donc en fait, c'est pas le sucre, mais c'est les sucres. C'est juste important de faire la distinction parce qu'ils agissent de façon similaire dans le corps. Donc, on a en gros les monosaccharides, par exemple le glucose, le sucrose, qui sont juste un truc comme ça. Et après, les sucres sont juste des chaînes de ces monosaccharides. Donc quand on a du glucose avec par exemple du fructose, on a ce qui s'appelle le sucrose ou la saccharose, qui est le sucre de cuisine. Maintenant, quand on fait des chaînes comme ça sur 300 ou 600 unités, on se retrouve avec l'amidon. Sauf quand une molécule sur deux est retournée, ça fait la fibre. Et c'est une toute petite différence, mais ça fait toute la différence dans le corps. Parce que quand c'est de la fibre, c'est pas digéré par le corps humain. Et alors, ce n'est pas calorique. Et au contraire, ça aide justement avec les mouvements de sel et tout ça. Par contre, quand c'est dans cette formation-là, ça fait de l'amidon, qui lui est extrêmement calorique, et qui est digéré par le corps humain, l'amidon, en ses constituants de glucose. Donc, la farine, biochimiquement, est très similaire aux effets du glucose. Et après, il y a encore des molécules entre ces deux-là elles ne sont pas digérées par le corps humain, mais elles sont digérées par la flore intestinale. Et ça, c'est la fibre alimentaire qui, elle, joue un rôle hyper important dans la santé, mais ça sera pour les autres. C'est quoi par exemple la fibre alimentaire? Mais tous les céréales, non? La pomme, Donc, les céréales en contiennent beaucoup. Le pain complet. Oui, mais j'essaie de penser à un nom d'une des substances. Les pectines, Les pectines, oui, les pectines, tout les à fait. celluloses. Mais justement, la cellulose, je crois que c'est une fibre qui n'est pas digérée par les bactéries. Ah si, sûr. La cellulose est digérée. En partie, oui. En partie, oui. Ouais, à à voir. vérifier. Ouais. Ah, ben, Mais sinon, oui, donc la pectine, l'arabinose, les mucilages. Oui. Enfin, il y en a une liste, mais ils ne sont pas encore très présents dans les livres parce qu'on ne fait que vraiment redécouvrir l'importance de la flore intestinale. Mais c'est ce qu'on appelle des prébiotiques en gros, avec les polyphénols en plus, qui sont aussi des prébiotiques extraordinaires, mais pas des sucres. Voilà, donc si on veut comprendre les effets du sucre, qui est digéré en monosaccharides, il faut voir assez rapidement les effets du glucose et du fructose. Donc le glucose, il est un peu sucré, on le trouve dans la farine, les fruits, les légumes, mais
un truc très important, c'est même si quelqu'un ne mange pas 1 gramme de sucre, ils peuvent quand même avoir des problèmes de sucre. C'est parce que le corps produit son propre sucre dans certaines circonstances. Donc on peut voir des gens avec un régime impeccable qui ont un diabète, mais qui sont archi stressés. Parce que c'est l'épinéphrine qui stimule la néoglucogénèse. Maintenant, au niveau physiologique, là c'est l'aspect assez connu du glucose, c'est qu'il incite l'insuline. On mange trop de glucose, on aura trop d'insuline, et après le corps fait une résistance, ça s'appelle le diabète type 2. Maintenant, c'est aussi une source, le glucose a quand même un rôle essentiel dans la santé, c'est la source d'énergie pour tous les organes. Vraiment tous les organes. Maintenant, on commence doucement à remettre ça en question parce qu'il y a les cétones qui ont un rôle très intéressant, mais en tous les cas, le glucose peut être utilisé et est utilisé de façon prioritaire comme source d'énergie dans le corps. Mais si le glucose n'est pas consommé, alors il sera stocké en graisse et en glycogène, qui est une sorte de graisse sur le foie. Voilà, et après, quand on voit les maladies directement liées au glucose, c'est les résistances à l'insuline, l'obésité, mais l'inflammation. Donc le sucre est très très fortement lié à l'inflammation par plusieurs procédés. Et si c'est lié à l'obésité, c'est parce que justement le sucre est converti en graisse. Donc ici, on se perd un peu parce que c'est pas la graisse qui fait prendre du poids aussi facilement que c'est le sucre qui fait prendre de la graisse. L'inflammation, ce serait peut-être pas mal de dire, ça correspond à quel mot? Arthrite, Voilà, polyarthrite. entre autres. Donc toutes les maladies qui se terminent en it, ce sont des inflammations. Et l'inflammation est presque trouvée dans toutes les maladies. Donc il y a 2-3 exceptions. Il y en a peut-être plus que 2 ou 3. Non, tu as raison. Quasiment toutes les maladies. Ouais, hein. Un cancer, c'est une maladie inflammatoire. C'est ça. Une maladie d'athérosclérose, c'est une maladie inflammatoire. Et comme tu l'as bien dit, qui commence dans l'intestin. C'est ça, ok. Voilà, donc l'inflammation est vraiment à la source de presque tous les problèmes. Ou pas la source, mais accompagne en tous les cas tous les problèmes. Et du coup, dans presque tous les cas, c'est une grande cible thérapeutique. Donc, c'est pour ça qu'on va presque utiliser du cassis dans tous les remèdes phytothérapeutiques, parce que le cassis augmente aussi la durée de vie du cortisol, qui contre l'inflammation. Bon, ça c'est encore tout un thème en lui-même, c'est l'inflammation. Parce que le curcuma, il faut utiliser. Le curcuma est fortement anti-inflammatoire, mais pas dans tous les cas d'inflammation. Comment? C'est pas mieux de mélanger le curcuma et le gingembre pour pouvoir mieux l'assimiler dans le Et surtout corps? le poivre. Donc le poivre, donc là on voit des mélanges vraiment... non? Poivre, il ne faut pas toucher à ça. Pourquoi? Parce qu'il enflamme l'intestin et donc tu fais du leaky gut syndrome. Comment? Tu fais du leaky gut syndrome avec du poivre. C'est ça. C'était le début de l'aventure du curcuma, vendu par Tillman, vous connaissez sûrement, un firme belge, qui a dit « Ah, c'est génial, on a un produit pour bien assimiler le curcuma. Il ne restera pas uniquement dans l'intestin, pour assimiler l'intestin, mais pour assainir aussi votre foie, etc. Anti-cancer, magnifique. » On a augmenté de 200 fois l'absorption grâce au poivre. Et on s'est tout jeté dedans en disant « C'est magnifique. » Sauf que le poivre irrite l'intestin. J'ai vu il y a 15 jours une personne qui m'a dit « Je mange du poivre tout le temps. » Elle avait un leaky gut syndrome énorme. Donc il vaut mieux le prendre sous sa forme liposomiale. Aujourd'hui, c'est donc des petites gouttelettes. Tu expliques? Mais bon, le liposomal, ça c'est encore très spécifique. Mais ça c'est un thème où je suis vraiment partagé parce que... Je suis un petit peu dans les constellations. Comment? Je suis un petit peu dans les constellations. Oui, mais L'hyposome, c'est graisse. L'hyposome, c'est graisse. Oui, mais c'est pas technique. c'est la graisse qui est par onde électromagnétique qui est mise en micelle autour de la molécule. Donc tu n'aimes pas ça? Quoi? Tu n'aimes pas ça, c'est ça que tu dis? Mais ça, j'aimerais bien en discuter après. Oui. Parce que c'est très intéressant, mais je suis pas tout à fait à l'aise avec lui. Mais je veux dire, si on vous présente du curcuma associé à du poivre, c'est une vieille idée. Et elle est probablement dépassée. Un peu, ça va, mais trop... C'est une idée qui date des ayurvédiques même, donc c'est très très ancien. Ah, alors, oui. on doit... Mais parce que, c'est mon idée, c'est à confirmer. Mais enfin, je ne vais pas trop me lancer là-dedans, mais quand on utilise le poivre qui ouvre l'intestin, quand on mange un régime propre et plein de vitamines, c'est avantageux.
Et quand c'est plein de protéines allergéniques... Ah, c'est pas mal ça. Mais je suis pas sûr, hein, mais ça c'est à Oui, voir. l'idée est belle, ouais. Si tu manges seulement... Ils mangent comme ça, c'est leur régime. Mais surtout, il y a 3000 ans, les ayurvédiques, il n'y avait pas de DDT ou de je sais pas quoi dans leur alimentation. Mais ça c'est à voir. Comme ils sont Mais on va continuer. On va continuer. Donc voilà, le sucrose, donc le sucre de cuisine, qui est vraiment celui dont on parle le plus, est composé de glucose et de fructose. Du coup, quand ils sont décomposés dans le corps, les deux font leurs effets et on s'est dit, dans les études cliniques, on devait étudier le glucose en donnant du glucose, le fructose en donnant du fructose. On a vu que le fructose est extrêmement sucré, beaucoup plus sucré que le glucose. Pour cette raison-là, le fructose a été fortement exploité, entre autres par le sirop de glucose. Il a plusieurs noms, ou le high fructose corn syrup en anglais. Mais en gros, ils ont légèrement augmenté le fructose, en général à 65, mais ça peut être plus bas, pour donner un goût beaucoup plus sucré, et surtout ça reste liquide, et de nouveau, au niveau industriel, c'est beaucoup plus intéressant. Donc le fructose, c'est surtout dans les fruits, le miel, et dans certains végétaux, comme la betterave sucrière, comme la canne à sucre. C'est vraiment dans ce qui est sucré. Donc là, on a fait une grosse bêtise, c'est que on a vu que le fructose n'incite pas directement l'insuline. Du coup, on s'est dit, c'est super, les diabétiques, vous pouvez prendre du fructose comme vous voulez, c'est gagné. Et ça a fait vraiment des gros dégâts, parce que premièrement, il n'incite pas directement l'insuline. S'il n'incite pas l'insuline, c'est parce qu'il ne passe pas tellement dans le sang. Enfin, il va plus ou moins directement au foie. Et dans le foie, là, il se met en graisse. Et il n'est pas brûlé comme énergie dans le restant du corps. Et surtout, il est digéré, métabolisé de façon très similaire à l'alcool. Et ça, on commence à voir aussi que quand on regarde une analyse de sang, et on voit justement les enzymes hépatiques qui sont trop élevées, par exemple, si vous avez déjà fait des analyses hépatiques, peut-être le GGT, mais voilà, on pensait que le GGT c'était l'alcool, mais les gens ne buvaient pas, et en fait on réalise que c'est le fructose qui fait aussi augmenter le GGT. Ouais. Voilà. Voilà, donc le fructose, par ce procédé-là, c'est plein d'autres problèmes. Entre autres, il augmente l'acide urique, mais surtout, il empêche aussi qu'on évacue l'acide urique. Il fait une acidose métabolique qui est maintenant liée à l'ostéoporose, parce qu'il semblerait que pour rectifier l'acidose métabolique, le corps va prendre le calcium dans les os. Ça fait diminuer le magnésium et ça fait le foie gras, enfin le foie qui est gras, quoi. Dis Louis, j'essaie juste de comprendre au niveau d'un régime alimentaire. Si je lis ça texto, moi ce que je traduis certainement erronément, c'est qu'au final, les fruits, c'est pas si bon. Manger des fruits aussi, parce que moi je voulais savoir que j'avais des fruits des deux côtés. Oui, mais c'est parce que si j'ai des fruits des deux côtés, c'est parce que dans le fruit, ça y a beaucoup de sucrose. Et le sucrose, c'est un mélange justement des deux. Mais voilà. Par exemple, on parle de cerises, par exemple. De cerises. De cerises. Oui. Par exemple, c'est plein de fructose. C'est plein de fructose. C'est plein de fructose et c'est plein de glucose. Parce que c'est plein de sucrose, qui est l'ensemble des deux. D'accord, mais c'est détoxifiant, les cerises. Oui, mais justement, donc là, on va en venir à l'autre aspect. Donc, ça, c'est justement un truc assez important, c'est qu'en étudiant ces substances de façon isolée, ça ne représente pas du tout la vraie image des choses. Et surtout, on s'est dit pour étudier le sucrose, il fallait étudier le glucose puis le fructose. Et maintenant, on sait justement que le fructose, lui, augmente notre capacité à faire brûler le glucose, et surtout quand c'est dans un ratio de 1 pour 1. Et donc ça entend vraiment le sucrose, où les deux se trouvent en proportion égale, plutôt que le sirop de maïs, où le fructose est justement déséquilibré, entre autres. Mais maintenant, il n'y a rien à dire, le sucre est hypercalorifique, et il stimule l'insuline, et il produit de l'inflammation. Donc en effet, dans les cerises, même dans les cerises, si on mange trop de cerises, ça fera des problèmes. Maintenant, là je crois qu'on en vient justement... mais donc en gros, ce qui empêche
les problèmes d'insuline avec le sucre, c'est le fait qu'il soit absorbé lentement dans le corps. Il va toujours faire une réaction d'insuline, et heureusement, mais il faut essayer de mitiger la chose. Et donc on fait ça avec la fibre alimentaire, justement. Donc ça, c'est un peu le gros truc avec le sucre, il faut qu'il y ait de la fibre. Et après, la vitamine C aussi, ralentit, va mitiger les effets inflammatoires. Mais dans la cerise, il y a les deux. Justement, donc dans la cerise, il y a de la fibre, mais là où ça devient un problème, c'est le jus de cerise. Et donc on pense que les jus de fruits sont bons, mais ils sont plus ou moins... Non. Par exemple, tu connais Philippe David? Philippe David? Oui. Tu connais bien? C'est mon beau-frère. C'est mon nom, ouais. Ah oui, non, c'est un autre. Le médecin. Le médecin de Liège. Hein, il dit, prends par exemple, comme on fait tous quand on va dans des hôtels, le jus de fruits le matin au petit déjeuner et le brunch, il n'y a rien d'aussi génial pour enflammer tout. Alors, pas de sucre jamais le matin. Et alors, pour les fruits, je me souviens que j'avais fait une erreur monstrueuse parce que je voulais éviter le gluten et je mettais du pain avec un de mes boulangers au maïs. Et il m'a dit, mais t'es complètement taré, il ne faut pas faire ça. Tu vas te shooter en fructose, tu vas avoir un foie gras, catastrophe. Et c'est de lui, je crois que je tiens, pas plus d'un fruit et demi juteux par jour. Parce que sinon, tu satures ton foie, tu fais du foie gras comme les canards. Et donc, tu sens dans un syndrome métabolique. Zéro sucre le matin, hydrate de carbone, le moins possible. Non, pas de confiture. Pardon, surtout pas. Le pain beurre confiture, c'est au souper, au goûter. Parce que quand vous avez boosté l'insuline le matin à prendre du pain beurre confiture et ton jus, vous allez doper l'insuline comme il a très bien dit, et l'insuline va couper la tyrosine hydroxylase, excusez-moi du détail, et vous allez couper la formation de vos hormones activatrices, c'est-à-dire la GABA, la DOPA, la noradrénaline et les hormones thyroïdiennes. Donc vous allez être complètement plat toute la journée. Vous allez prendre par contre votre viande le soir et vous allez le booster avant d'aller dormir. Donc vous n'allez pas dormir. Il faut mettre vos protéines le matin, animal. Et les sucreries, tout d'accord, plutôt l'après-midi. La viande le matin avec des œufs. Oui. Donc, le petit déjeuner français, c'est banni. L'anglais, tout mauvais. La confiture à la cuillère ne sera pas parce qu'il n'y a pas de fibre. Mais c'est là la beauté de mettre la confiture sur du pain complet. Puis qu'on rajoute ensuite la fibre. Ça en après-midi. Et c'est pour ça aussi qu'on prend un dessert après avoir mangé. C'est pour que tout le repas, justement, calme un peu l'absorption du sucre. Ça vous fait que les protéines animales sont satisfaites aujourd'hui. Voilà. Ah oui, il y a une petite parenthèse intéressante là-dessus, c'est que donc le fructose, il se trouve surtout dans les fruits en sucrose, tandis que le glucose est aussi présent dans les céréales. Et le fructose va rendre le glucose beaucoup plus tonifiant, beaucoup plus combustible, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que les fruits sont surtout présents en été, et on mange surtout les céréales en hiver. Et que ça correspond justement un peu à nos nécessités énergétiques. Donc normalement on est moins actif en hiver, beaucoup plus actif en été, et c'est aussi comme ça que qu'on retrouve nos sucres. Et en plus de ça, on sait maintenant qu'une enzyme qui digère le sucre dans la bouche, les longs sucres, qui est l'amylase, est plus présente en hiver. Et entre par exemple le sucre de canne et le sucre de betterave. Ah oui, il y a des inquiétudes. Donc là, ça va vraiment être une question de raffinement, parce que si les deux sont raffinés pour redevenir du sucre blanc... Mais le sucre de betterave, c'est du sucre blanc. Il ne sort pas de la plante blanche. Non, c'est la mélasse, c'est un peu... Oui, donc il y a plusieurs procédés. Mais si les deux, on en raffine pour faire le sucre de tire-le-mont, je sais pas, enfin... La plupart du temps, c'est sucre roux qui vient de la canne, je me trompe. Mais, donc il a plus de goût. Ça c'est un procédé. Oui, parce que le sucre roux peut ensuite être fait en sucre tout à fait, blanc. tout à fait. Oui, et c'est aussi de la canne. Mais c'est vrai que le sucre de betterave on pourrait l'avoir brun aussi. Tout à fait. Oui. On pourrait l'avoir brun aussi, oui, tout à fait. Et ça c'est ce qu'on dit, c'est la cassonade parce qu'il est raffiné. Non, parce que le consommateur veut du blanc, il veut de l'homogène. C'est deux homo. Et c'est aussi la même chose avec le sel. Plus blanc. Tu peux avoir le sucre à tous les stades, et la mélasse qu'on achète, c'est justement c'est ce qui est séparé assez tôt dans la production de sucre. On sépare la mélasse du sucre.
Et C'est un peu où est-ce comme avec le qu'on trouve pétrole. ça, que la mélasse, On sait ça, acheter de de la betterave? Ouais, magasin. Comment? La mélasse de betterave, ça se trouve? Non. Je sais pas. On en produit des très grosses quantités de mélange de betterave, c'est tout à fait à la fin du cycle. Mais ça coûte plus cher de la raffiner en sucre que de la rajouter à de la petite paille hachée qu'on donne aux chevaux. Ah, d'accord. Donc on fait un aliment avec la mélasse. Donc ça n'existe pas. Mais le consommateur, la personne ordinaire, Il y a pas comment du sucre doit-il de betterave choisir non raffiné. ce qui est idéal pour lui? Ouais. Donc voilà. Parce que moi, je mets parfois du sucre de canne, Voilà. je me fie à ce qui est marqué sur le paquet, moi. Et moi, je proviens d'Oreille, donc forcément, là, j'ai l'habitude de prendre du sucre cristallisé. C'est ça. Donc voilà, il faut être. Je crois on dit des fois que l'intelligence dirait qu'il faut éviter le sucre à 100%, mais la sagesse dirait qu'il faut être raisonnable. Et là, justement, si on utilise le sucre, c'est possible. C'est vrai que ça sonne un peu chinois. Mais donc si on va mettre du sucre blanc, alors il faut au moins mitiger la chose. Donc on le prend avec de la fibre et on le prend avec la vitamine C surtout. Et donc en gros ça ressemble à un fruit, mais pris avec justement une fibre. Donc oui, sur un pain complet ou quelque chose du genre. Mais en effet il faut limiter le sucre. Dans le fruit tu as déjà des fibres, mais là ça dépend vraiment du fruit. Oui, mais donc, une tartine comme tu as expliqué, pain complet avec la confiture. Voilà, c'est ça. Donc, on Ah, fait tout ça. Pas le matin, pas le matin. Vous le goûtez. Oui, mais oui, Et c'est avec ça. deux amandes. Les amandes, au niveau de la fibre, c'est génial, hein, non? Sucre, amande, vitamine C, peut-être. Oui, Avec des amandes. Le nougat. J'ai oublié ce que j'avais lu là-dessus, mais en effet, les effets du sucre sont encore moins forts quand ils sont associés aux graisses mono et polyinsaturées. Et donc en effet, une des meilleures façons de consommer le sucre, c'est avec des noix qui contiennent les fibres, qui contiennent les graisses mono et polyinsaturées. Ah oui, c'est pour ça. Donc il y a les premiers avec les graisses. Oui, c'est ça. Voilà, on va continuer maintenant sur le sel qui est beaucoup plus court, si tout le monde tient encore. On a bientôt fini. Mais donc voilà, le sel, lui, est plus calme parce qu'il a des effets, il est un peu plus direct dans le corps. Mais encore, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Mais donc, lui, le sel, c'est dans les années 70 qu'il a vraiment été diabolisé. Il y a eu une étude qui était l'étude Intersalt et plus ou moins tout le CDC américain s'est basé sur cette étude et aujourd'hui l'OMS. Donc c'est une étude qui a été faite sur des rats d'Hall qui sont aujourd'hui un peu les rats de référence dans les expériences pour l'hypertension et le sel. Et voilà, c'était très clair, le plus on donnait du sel, le plus leur tension augmentait et on sait que l'hypertension est associée aux maladies cardiovasculaires. Du coup, conclusion, il faut diminuer le sel pour diminuer les maladies cardiovasculaires. Jusqu'au point où l'OMS a conseillé de diminuer le sel à 5 grammes par jour. Maintenant, en 2000, il y a quand même eu des nouvelles études qui ont été faites, ici d'une branche du CDC, qui eux ont trouvé qu'il y avait peu de raisons, il y avait peu de relations entre la consommation de sel et le taux de morbidité, et que même réduire le sel augmente le taux de morbidité par 18%. CDC, qu'est-ce que c'est? Ah oui, pardon. CDC, c'est le... ouais. Oui, donc c'est l'organisation qui s'occupe de la santé. Ah d'accord. Voilà. Et puis encore en 2005, il y a le Institute of Medicine, qui a encore une autre branche, mais cette fois-ci, ça c'est public, tandis que ça c'est pas public, qui ont de nouveau dit qu'ils ne conseillaient pas de diminuer le sodium. Mais l'OMS n'a pas changé d'avis. Et encore, il y a des études épidémiologiques, donc comme on a vu avec la Grèce, nos ancêtres étaient plus ou moins entre 15 et 20 grammes de sel par jour. Mais c'est difficile d'être sûr, mais en tous les cas, les militaires, en tous les cas, consommaient 15 à 20, donc c'est certainement plus haut, un peu plus haut que la moyenne. Mais après, encore aujourd'hui, il y a des tribus comme au Kenya et au Japon où ils consomment encore 10 à 20 grammes de sel par jour sans avoir d'hypertension. Et donc l'OMS adresse ce problème, que toutes les études montrent qu'il n'y a pas vraiment de raison de diminuer le sel, mais ils ne bougent pas.
Et ils continuent ils disent qu'il y a 4 millions de gens qui meurent à cause du sel par an. Donc c'est plus de gens qui meurent de l'alcool. Et du coup, il faut diminuer son sel à 5 grammes par jour. Que l'eau suit le sodium, ce qui est vrai dans le corps, l'eau suit le sodium. Et donc, s'il y a trop de sodium dans le corps, il y aura trop d'eau dans le corps, et du coup, le sang sera trop volumineux, et du coup, il y aura l'hypertension. Moi, j'ai déjà rencontré des gens, on leur conseille d'éliminer le sel entièrement de leur régime quand ils font de l'hypertension. Et ça, c'est vraiment, je trouve, être assez myope, parce que le sodium joue des rôles absolument fondamentaux dans le corps. Toutes les cellules agissent avec une sorte de différence électrique pour communiquer, qui est due justement au sodium et au potassium. C'est le source. Ça, c'est un phénomène passif. Ça, c'est passif, mais c'est actif en fait. Oui, parce qu'il y a justement cette protéine-là qui s'appelle le ATP pump, qui fait le contraire. Non, ça se pourrait, enfin bref. Voilà, donc on oublie tout le sodium. Donc les neurones dépendent du sodium, les muscles dépendent du sodium, tout dépend du sodium. Et surtout, on voit toujours quand il y a quelque chose dans la nature qui existe, il y aura son complément qui existe. Et du coup, le sodium a aussi son complément, c'est le potassium. Quand le sodium rentre dans la cellule, le potassium sort. Quand l'eau s'attache, si le sodium fait qu'on garde l'eau dans notre corps, le potassium fait qu'il s'évacue. Et voilà, donc l'idée simpliste, c'est s'il y a trop de sodium, il faut faire diminuer le sodium. Si on pense un peu plus loin, je pense, s'il y a trop de sodium, on fait augmenter le potassium. C'est une question d'équilibre. Voilà, donc le potassium aussi a plein de rôles et on sait qu'il en manque beaucoup dans notre alimentation et il commence à en manquer beaucoup dans nos terres aussi. Largement dû aux méthodes d'agriculture intensive. Et après, il y a encore d'autres minéraux qui vont contrer les effets hypertenseurs du sodium. Par exemple, le potassium le fait directement sur le système RAS. Ça s'appelle comme ça en français, mais c'est le système qui module justement la tension. Renin-Aldosterone Angiotensin, ok, RAS. Mais après, il y a justement tous les artères du corps sont entourées d'un muscle lisse. Et ce muscle, il est plus ou moins détendu ou plus ou moins contracté, aura aussi un effet primordial sur l'hypertension. Et ce muscle, quand on est stressé, se contracte. Et d'ailleurs, 95% des cas d'hypertension, on dit l'hypertension essentielle, et c'est une hypertension où on ne connaît pas la source. Donc ce n'est pas dû à un problème organique, c'est probablement dû à une cause psychologique qui est justement le stress qui fait contracter ces muscles. Maintenant, on peut rajouter là-dedans le magnésium et le calcium qui vont aider ces muscles à se décontracter, qui sont aussi le magnésium surtout qui est un aliment qui manque vachement dans notre alimentation parce que c'est un des premiers minéraux éliminés dans la transformation alimentaire industrielle. Voilà, et après il y a aussi l'élasticité des veines, et donc ça on en revient aux graisses, parce que les graisses jouent un rôle très important dans la construction de l'artère. Des artères. J'ai dit pas du veine. Ah, excuse-moi. Donc des artères. Et si ces graisses sont trop rigides, si elles sont oxydées, elles deviennent solides et alors elles ne peuvent plus accommoder le changement de tension. Ici on voit la psychologie. Et surtout maintenant on voit, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a fait une étude, on a réduit les graisses pour voir si ça changeait justement les problèmes cardiovasculaires en remplaçant avec des féculents. On a vu que ça augmentait quand on utilisait des féculents. Et ça c'est parce qu'on sait maintenant que l'insuline fait retenir l'eau en fait. Et apparemment, je n'ai jamais fait le test, mais apparemment quand on commence un régime cétogénique, donc on évite les féculents à 95%, apparemment on commence à uriner énormément, et surtout on a une envie de consommer du sel dans ces cas-là. Et beaucoup de médecins disent qu'il faut suivre cette envie de consommer le sel, et que le sel est nécessaire justement pour que l'urination se fasse. Donc ça c'est le sel.
Donc voilà, donc en gros, si on lit l'étude et maintenant qu'on connaît un peu les détails, on voit que dans l'étude Intercell, ils ont utilisé du sel. Ils ont utilisé le sel raffiné, qui est strictement du chlorure de sodium. Et il n'y a justement plus le potassium, il n'y a justement plus entre les différences de sel raffiné et sel de mer, donc 8% quand même pour le sodium, un peu plus de 2% pour le calcium et pour le magnésium. Mais après, on voit que ça a quand même fait une très grande différence. Donc, je trouve que c'est une étude très intéressante. Donc, je ne sais pas si c'est très visible. Mais bon, je vous le dis comme ça. Mais donc, ici, on a la pression systolique et la pression diastolique. Et ici, justement, on voit que le vert, c'est les rats qui ont mangé du sel raffiné à 8%. Et si on regarde les rats qui ont mangé du sel de mer à 8%, c'est la ligne rose. Donc qui est beaucoup plus basse que le sel raffiné à la même concentration. Et puis si on regarde ici la ligne rouge, ça c'est le sel raffiné à 4%. Et on voit presque une corrélation directe entre le sel raffiné et le sel de mer, bien que le sel de mer soit à 8% et le sel de table soit à 4%. Est-ce que tu sais juste expliquer les axes et... Oui, les systoliques. Oui, donc ça c'est les millimètres de mercure, donc la pression sanguine, des deux côtés. Ça c'est la pression systolique, quand le sang sort du cœur. Ça c'est la pression diastolique, quand le sang rentre dans le cœur. Et après ici on a les semaines. Donc on voit quand même, il y a quand même une augmentation après quelques semaines. Hein. Donc il faudrait faire un peu attention. Mais ici on voit déjà que le corps commence à s'accommoder à la nouvelle quantité de sel. Et donc là il commence à rediminuer. Et là il y a certainement des interactions très complexes avec les hormones qui se font. Les hormones qui en général prennent justement plusieurs semaines à s'adapter. La ligne noire en dessous, c'est celle où on ne prend pas de sel. Alors. Voilà, oui. Donc la ligne noire, ça c'est le contrôle. Donc ça c'était... il y avait certainement un peu de sel parce que les souris ont besoin de sel quand même, mais... le minimum, oui. Voilà, mais donc les grosses conclusions, c'était que dans les deux cas, que ce soit du 4% ou du 8%, la pression sanguine des rats qui prenaient le sel de mer était plus bas que le sel de table. Et on a détecté des anomalies cardiovasculaires dans les deux rats qui prenaient du 8%, mais 8% c'est beaucoup. Hein. Si vous avez une assiette de 100 grammes, prendre 8 grammes de sel, c'est quand même de façon gustative, ça peut être excessif. Oui. Selon les goûts. Mais après, même les rats qui avaient pris 4% de sel de table avaient des problèmes cardiovasculaires, tandis que ceux qui ont pris 4% de sel de mer n'avaient aucun problème cardiovasculaire. Il y avait des problèmes de reins dans les deux groupes de rats qui prenaient du sel normal. Et donc en gros, il semblerait que qu'on peut soit on peut prendre 2 fois plus de sel de mer que de sel de table. Ou alors on peut prendre la moitié de sel de table que de sel de mer. Comment est-ce qu'on mesure la pression artérielle d'un rat? Ouais, ça, si t'as déjà vu les vidéos, c'est... Ouais, ils ont plein de... Il y a une technique. Oui, je crois qu'ils les ouvrent et ils mettent carrément directement sur le... Enfin, le rat doit rester vivant, évidemment. Les rats qui existent pour ça. Pour les balises, tout ça. Si on va pas Tu appelles la sel de garantion, c'est du sel de mer. Et quand on prend ce sel, on appelle ça sel de garantie, alors c'est complètement raffiné aussi. Voilà, donc en effet, c'est parce que même le sel de table. On appelle ça gros sel, le sel de mer, mais sinon, il faut vraiment chercher on a acheté le sel de mer qui était complètement raffiné comme une poudre. C'est ça, mais il faut chercher le non raffiné. Parce qu'en effet, même le sel de table, c'était à l'origine soit du sel de mer, soit du sel de... Oui, donc ça doit être le sel de table. Est-ce que les fleurs de sel? Oui, les fleurs de sel, ça c'est le sel raffiné. Ouais. Les fleurs de sel, justement, quand elles collent ensemble comme ça, c'est un signe qu'il n'a pas été raffiné. Et c'est une des raisons pourquoi on raffine le sel. C'est justement pour éviter qu'il colle et pour éviter qu'il fonde. Est-ce que tu as déjà entendu
parlez du sel liquide, oui, du sel liquide posidonien. Non, c'est pas. Antoine Watrin, qui a lancé une entreprise du sel qui a pris à l'état liquide, donc avant, je ne suis pas une experte, mais avant la cristallisation. C'est le maire, quoi. Il vient de... De la Posidonie, de l'algue. Non, il vient de l'algue. Algue de Posidonie. Oui, c'est ça, de l'algue de Posidonie. Voilà. Et donc, du coup, ils vendent ça comme une bouteille. Ils vendent pas ça en B2B, donc par exemple Carrefour, Deleuze, etc., dans le pain, pour diminuer justement le taux de sodium, c'est 5 fois. Il y a 5 fois moins de sodium dans ce sel-là que dans le sel de table. J'avais bien l'avantage, parce que normalement, c'est qu'on va pas d'iode. Ouais. On va pas d'iode. Ouais. Alors, quand vous parlez du sel de Guérande, Ouais. le sel qu'on voit les commandes, malheureusement, on dit ah, c'est le sel de mer, chouette, il y a l'iode dedans, ça sera bon pour notre thyroïde. Faux, parce que l'iode est volatile et donc il est évaporé. Donc, notre sel de mer, l'iode, vous l'oubliez, parce qu'il est volatile. Comme le chlore est volatile. Et donc, tant que le sel est liquide... Donc ici, ça va être très Il n'y a pas d'eau dedans, parce que c'est vraiment pas un extrait, mais ça se vaporise. Et son but à lui, c'est de diminuer, enfin, il s'est rendu compte que voilà, les maladies cardiovasculaires, là où il y a le plus de sel dans l'alimentation, c'est dans tout ce qui est le plat traiteur, le pain et la charcuterie. Donc son but à lui, c'est d'aller trouver les grosses entreprises pour remplacer le sel par du sel liquide. Oui, mais maintenant, justement, le sel et l'hypertension, c'est un peu démodé maintenant. Oui. C'est ça comme le sucre. Là, je voudrais quand même te raconter deux expériences qui sont énormes. Vas-y. C'est qu'en 89-90, je suis parti en Roumanie avec les fameux villages roumains. Une lampe unique par maison. Pas de frigo, pas de TV, donc beaucoup d'autres conséquences. Mais quand ces gens cultivaient leur petit poisson dans le fond du jardin, à l'abri des regards de Ceausescu, ils le mettaient dans un saloir après. J'ai assisté à un dîner de mariage chez eux. Tout était hyper salé partout parce que c'était la seule façon pour eux de conserver. Eh bien, je peux te dire qu'une personne sur 5, y compris à ton âge, qui avait déjà des AVC, à se balader avec des 22 de tension artérielle. Qui buvait aussi de l'alcool? Non, oui, ça, il y avait aussi de l'agneau aussi. Mais non, pas quand même pour expliquer ça. Plus de quasiment une personne sur deux que je voyais dans la consultation, j'en ai vu 140, avait des tensions minimum au-dessus de 18. Et donc il y a des accidents vasculaires énormes. La deuxième expérience est amusante. En gare, j'avais ici pas loin à la Saint-Remy, une personne qui me rappelait en me disant je tombe sur une tension de 24. Et elle met une table sur la table, tous ses produits pour la tension, elle en avait 7 ou 8. Son docteur était passé il y a 15 jours. Je me dis mais je ne sentais pas bien, il faut rappeler avant. Hein. Et c'est étonnant, docteur, j'ai 24 de tension, mais regardez tout ce qu'il m'a prescrit. Alors il faut réagir comment? Alors j'ai dit, à mon avis, vous avez un parent ou une parente dans le village. Ah oui, pourquoi? Est-ce qu'il ne ferait pas du beurre? Ben si, chaque semaine, je vais chez ma parente acheter mon kilo de beurre. Dites, c'est du beurre salé. Oui, comment avez-vous deviné? Ben voilà. Si on a une résistance au traitement, c'est qu'il y a du sel en abondance. Ça, c'est la première chose. Alors, Hugues, je voudrais reprendre le thème d'attention. Je crois que tu as eu raison de dire, il y a un doute entre le sel et l'hypertension d'une façon généralisée, donc faut-il panique chez tout le monde. Ici, c'est un exemple très précis d'une personne qui a abusé du beurre salé. Mais en gros, il y a d'autres causes à l'hypertension que le sel et que le stress. Il y a d'autres causes. Et que le sucre? Non, c'est l'insuffisance peut-être justement d'iode, c'est l'insuffisance thyroïdienne. Quand vous avez une insuffisance thyroïdienne, tout va cramper dans votre corps. Vous allez avoir des migraines, vous allez avoir des crampes dans les mollets, et c'est pas que le magnésium, s'il vous plaît. Vous allez avoir des crampes dans l'intestin, ça s'appelle les colites. Vous allez avoir des névralgies intercostales, c'est des douleurs musculaires. Et comme tu l'as dit, la paroi d'une artère, c'est un muscle, et quand vous allez avoir un défaut de thyroïde, surtout avec l'âge, votre muscle, il va se serrer, c'est l'hypertension. Vous traitez la thyroïde, vous n'avez plus d'hypertension, mais il faut un délai de 6 mois, 1 an. Donc, tout ce qui amène les crampes, mais le sel a un autre défaut, c'est qu'il rigidifie toutes les parois cellulaires. À l'inverse, les oméga 3 font l'inverse, ils donnent la souplesse à la paroi. Et donc, quand vous prenez trop de sel, en général, vous allez avoir une moins bonne activité de vos hormones sur vos récepteurs cellulaires. Donc, que ce soit l'insuline, la résistance à l'insuline, tu l'as dit,
on peut être maigre et être diabétique quand même. C'est parce que tu as pris du sel et ton hormone d'insuline, elle ne s'est plus agile, donc tu vas exciter le système. Donc quand vous prenez trop de sel, vous bloquez toutes vos hormones. Parce que les récepteurs sont bloqués dans une paroi cellulaire qui est rigide. L'excès de sel, et comme tu as dit, il faut contrebalancer par le potassium. Et quand ça c'est tout à fait vrai, quand les gens disent je fais la rétention, si ce n'est pas la thyroïde qui a un excès d'œstrogène, c'est que tu manques de potassium. Donc il faut forcer l'entrée du potassium. Et on trouve où le potassium? Pardon? On trouve où dans tous les jus de légumes. C'est ça que tu vois? Ouais, surtout dans les légumes. C'est surtout dans les légumes. Mais bon, maintenant ça devient plus une question de la qualité de l'aliment que de quel aliment. Mais c'est surtout dans les légumes. Mais ça, je cherche une liste complète après. Je vois ça. Toute la théorie expliquée aujourd'hui, ça dépend de toute façon de ce que tu viens de dire, la qualité du produit. Alors, ça c'est évident. Comme moi, quand je vais à la boutique, j'essaie de prendre le meilleur possible. Voilà. Moi, je me fie aux étiquettes, je n'ai pas d'autre référence. Alors je me dis, tiens, ça c'est bien, je prends tout ça. Et quand on prend, si on devait faire une analyse scientifique de tout, oh, mais il n'y a rien de bon dans ce que tu as pris. Alors, finalement, ma référence à moi, c'est laquelle? Parce que ici, il y a une référence sur l'alimentation, finalement. Je crois que retrouver un marché de légumes local aidera beaucoup. Parce qu'alors on peut vraiment aller voir d'où viennent les plantes, on peut connaître les techniques, mais on en parlera après. Voilà, donc en gros pour le sel, de nouveau, dans certains cas c'est sûr qu'il faut diminuer le sodium, le Na, mais de façon générale l'équilibre peut se faire dans deux directions. Donc on peut aussi augmenter justement les iones minéraux, calcium, magnésium, potassium, mais aussi l'iode. Et bon, il y a tout un autre travail à faire, dans certains cas, pas vraiment. Voilà, évidemment, normalement tous les légumes contiennent beaucoup de potassium, de magnésium, calcium, mais en tous les cas dans la transformation, en tous les cas le magnésium est le premier à partir, et dans l'agriculture industrielle, le potassium aurait des difficultés à être à redévelopper. Donc voilà, on se retrouve un peu toujours aux mêmes phrases. C'est éviter le trop raffiné qui retire le magnésium, éviter les cultures trop industrielles où il y a peut-être des carences en potassium. Et puis surtout, donc, déjà en prenant du sel complet, on retrouve déjà certains de ces minéraux, mais surtout si on prend ce sel sur des légumes, alors on va encore plus calmer cet effet. Maintenant, il ne faut pas oublier le rôle de l'insuline là-dedans. Et un truc assez intéressant, c'est que si on prend surtout du sel parce que ça donne du goût aux aliments, si on arrête de manger du sel pendant 3 semaines plus ou moins, il se fait que quand on reprend le sel, les gens ne reprennent plus qu'à 20% leur quantité de sel. Parce que les récepteurs de sel se resensibilisent. Donc ça c'est une façon assez facile de diminuer sa quantité de sel, c'est en l'évitant pendant quelques semaines. Ah oui, voilà. Après, il y a juste une dernière petite parenthèse, mais c'est le fait que ça ne sert à rien de manger. Il y a des gens qui dépensent une fortune sur des compléments alimentaires et des aliments bio et tout ça, mais ça ne sert à rien si le corps n'est pas en bonne santé pour pouvoir justement les digérer. Dans le sens contraire, c'est déjà mieux. Si l'aliment c'est vraiment de la crasse, mais que notre corps est très fort, on peut le tolérer. Dans la première direction où le corps n'est pas sain et que l'alimentation elle est très saine, ça n'a pas beaucoup d'avantages. Du coup, on a parlé justement de l'importance de choisir des aliments sains, mais c'est aussi très important d'avoir un système digestif qui est en bonne santé. Et donc tu dirais que c'est du local, pas spécialement du bio, mais du local. En gros, j'ai envie de dire que, en grande partie, oui, surtout parce que le label bio est devenu assez corrompu aussi. Donc, mais ça, c'est la façon des choses. Dès qu'il y a trop d'argent associé, il y aura toujours quelqu'un qui essaie de venir en profiter et ça corrompt la chose. Par exemple, moi je ne fais pas de bio, je n'ai pas de label bio. Donc mes plants ne sont pas bio, mais vous allez voir le jardin et
Moi je trouve qu'elles sont très belles, quoi. J'ai pas fait d'analyse chimique, mais à mon avis elles sont assez clean. Voilà, donc l'idée c'est plus que bio, mais sans être bio, parce que j'utilise même pas des engrais bio, j'utilise pas de sulfate de cuivre. Moi c'est juste des purins d'ortie et des couches autofertilisantes et tout ça, quoi. Oui, quand tu dis le label bio est assez c'est une information assez générale. Est-ce que tu as un exemple? Donne un bon exemple précis. Oui, donc par exemple, déjà dès la base, il y avait déjà un peu des problèmes avec le label AB bio par exemple, c'est qu'ils permettent le sulfate de cuivre. Et le sulfate de cuivre n'est pas bon. N'est pas bon pour l'humain, merci, mais même pour les... En effet, ça tue des champignons, donc on a une infection fongique, on s'en débarrasse avec le sulfate de cuivre, mais maintenant on commence à reconnaître qu'il y a aussi justement des champignons qui sont essentiels à la santé du sol et à notre santé à nous. Donc de nouveau, c'est une question de ne pas toujours devoir éliminer, enfin tout a un complément, le mauvais et le bon, pas toujours éliminer, mais aussi augmenter. Maintenant, avec les traités par exemple transatlantiques, transpacifiques et tout ce que tu veux, ça devient très difficile parce que, mais maintenant, je n'ai pas suivi si ces traités sont passés. Mais par exemple, certains traités entre les États-Unis et l'Europe feraient qu'un aliment poussé bio aux États-Unis peut rentrer en Europe avec le label bio sans devoir satisfaire les normes bio européennes. Et donc, et puis en plus, ils ont déjà passé 3 semaines dans des cales. Oui, c'est ça. Donc on a perdu la fraîcheur. Hein. Et en tous les cas, au niveau des aliments bio, même en Belgique, il y a eu un gros problème au niveau des quantités de métaux lourds qui se trouvent dans les produits bio. Et je ne connais pas la raison pour ce problème, mais on en parle et je ne sais pas si ça a été adressé et résolu, mais il y a un gros problème avec les métaux lourds dans beaucoup de produits bio de la Belgique. Est-ce que c'est ça qui mettent comme insecticide? Je sais pas. La bouillie bordelaise. Ah, c'est pour ça? Non, je ne sais pas. Mais c'est pas clair. Mais le phosphore, il y a des années, du temps de mon père, je dirais, on ne savait pas, il était indispensable à la culture, on n'en trouvait pas. Donc on le trouvait à partir de Arbet, l'usine métallurgique luxembourgeoise. Et c'était un sous-produit. Oui. Et ce sous-produit était acheté en masse et contenait des métaux lourds, du carbone, tout ce qu'on veut. Entre autres du phosphore. Voilà. En plus du phosphore. Mais ce produit ne se lessive pas. Non. Donc il reste en place. Donc un agriculteur maintenant, on lui propose pour rien, à la limite on le paye, pour recevoir des bouts de lantin, des bouts de toutes les saloperies que vous pouvez produire et concentrer. Donc on doit être très vigilant et on refuse ces produits qui ne sont pas strictement certifiés. Okay. Et donc on peut très facilement se faire avoir maintenant, ou il y a 40 ans, par des produits qui n'étaient pas tout à fait clean. Ils ont dit bio. Comment? Ils ont dit que c'est bio. Ah, ils sont toujours bio, mais ils ne sont pas bio. Bio, c'est une Quand tu connais le fermier toi-même, je crois il y a c'est plus difficile d'empoisonner quelqu'un quand tu le connais. Le local va adresser le problème écologique et le problème de fraîcheur. Et même dans les produits bio, les produits ne sont pas toujours frais, tandis que dans le local, il y a plus de chances qu'ils soient faits. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de... Je veux pas une polémique si tu veux, parce que c'est pas le sujet du truc, mais moi j'ai toujours eu cette histoire en tête qui m'a fait rire. C'est-à-dire que j'avais mes beaux-parents qui visitaient cette ferme bio, et alors les poulets étaient élevés en plein air, mais ils avaient raté un moment de l'histoire quand les fermiers présentaient, on était vraiment fiers, etc. En fait, tous les poussins, ils étaient du côté de Bourges, et tous les poussins venaient de Bretagne. Donc, je veux dire, même s'ils étaient très sympas, c'était local, etc. Enfin, ces petits poussins, ils arrivaient dans des cartons, et puis oui, bah, après, ils pourraient dans la ferme, etc. Donc, voilà. Ça va, on en reparle à la conclusion. On en reparle à la parenthèse, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est local.
Non, je suis d'accord. C'est un ensemble d'informations. C'est une discussion qu'on doit avoir justement. Parce qu'en tous les cas, on est toujours sur une chose qui a des gros problèmes. Maintenant, les solutions, ça c'est. Très court, très court. Beaucoup d'acheteurs de grandes surfaces ne veulent plus du bio parce que c'est beaucoup trop contraignant pour le producteur. Ah oui. À la limite, j'en connais moi qui ont cultivé des carottes, ça a coûté 10 000 € l'hectare pour avoir leurs carottes bio. Et tout à la fin, il y a un campagnol qui est arrivé, oh une belle carotte, crac. Ouais. Mais il ne termine pas sa carotte, elle attaque une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et tout a été refusé. Donc pour un petit répulsif avec une tuile dessus, il n'a pas pu les vendre. Donc les grandes surfaces disent maintenant je ne veux pas du bio, je suis content si j'en ai, mais ce que je veux c'est du zéro résidu. Vous faites tout ce que vous voulez, mais je ne veux plus rien retrouver sur ma carotte. Rien. Okay, voilà, c'est un autre système. Les Italiens font ça. Hein. Tout ce qui est bio-italien, c'est ce système-là. Zéro résidu. Et c'est beaucoup plus intelligent. Et c'est beaucoup plus durable. Okay, on va juste terminer sur la digestion et puis on peut revenir aux solutions parce que c'est certainement quelque chose qui doit être discuté. Et donc voilà, c'est quand même très important de connaître un minimum la digestion pour savoir le fonctionnement de la digestion pour qu'on puisse la respecter parce que si quelque chose rate de la bouche jusque l'anus, il y a tout qui rate. Donc, en tous les cas, le système digestif, on pense que c'est de la bouche jusque l'anus, mais on oublie souvent que le cerveau joue un rôle très important. Et donc, il y a justement, on ne va pas rentrer trop dedans, mais il y a deux gros systèmes nerveux, le système sympathique et parasympathique. Et le système sympathique, c'est plus l'actif, parasympathique, plus le passif. Pour digérer, le système parasympathique doit être actif. Une fois qu'il est actif, alors on commence à saliver, alors on commence à décontracter la vésicule biliaire pour qu'elle relâche la bile, on commence à produire, enfin pas encore, mais on fera bientôt de l'acide hydrochlorhydrique dans l'estomac. Et surtout, c'est par le cerveau, c'est quand donc, on voit la chose, une bonne glace, que là justement, il y a l'acide hydrochlorhydrique qui se forme, il y a la salive qui se forme. Bon, donc dès que ça touche la bouche, on commence à reconnaître que la langue joue un des premiers rôles là-dedans. Donc on sait par exemple que le goût du sucre stimule déjà la relâche d'insuline par le pancréas. Donc ça c'est très intéressant parce que maintenant on sait que les édulcorants pourrait poser problème justement par ce simple mécanisme qui stimule l'insuline, mais après il n'y a aucun sucre qui rentre dans le corps, et alors le corps ne sait pas quoi faire de cette insuline, et ça pourrait mener peut-être à une résistance à l'insuline, mais en tous les cas ça donne encore plus faim, parce que l'insuline est là, et du coup le corps veut manger quelque chose. Et sur ce point-là, mais je ne connais pas la réponse, mais je pose la question au niveau justement de la réglisse, et au niveau de la stevia, est-ce que ceux-là vont justement avoir ce même réflexe? Un deuxième réflexe qui se trouve dans la bouche, c'est le réflexe de l'amer. Donc l'amertume est un goût hyper important qu'on a presque entièrement retiré de notre régime, mais c'était fondamental parce qu'il y a aussi un réflexe qui se fait quand les récepteurs de la langue sont stimulés par l'amertume. Ça justement active le système parasympathique qui met tout en route. Et maintenant, l'amertume, ce réflexe, entre autres, explique pourquoi on prend un apéritif ou un digestif, parce qu'à la base, ces alcools étaient faits à base de plantes amères qui stimulaient ce réflexe vagal. Et deuxième chose, on pouvait aussi prendre une salade avant de manger, parce que les salades, à la base, étaient amères. Aujourd'hui, une salade iceberg, ça n'a plus rien à voir avec la roquette ou le chouquet ou le truc du genre. Voilà, et puis après la deuxième chose, dans la bouche de nouveau il y a la salive, et la salive commence la digestion. Et l'amertume va aussi stimuler la salive, mais après surtout il y a les dents. Et on oublie des fois qu'il faut mâcher la nourriture, et on oublie que là on a quand même une trentaine, je crois, de pierres dans la bouche qui broient, et ce qu'on ne broie pas, on a juste un sac musculaire qui est fait comme ça pour essayer de rattraper la chose. Et donc mâcher est vraiment quand même très important. Et deuxième chose avec ce système sympathique, parasympathique, mais là c'est dans la
je connais ça de la pensée ayurvédique, je ne sais pas si c'est confirmé au niveau médical, mais quand on est debout, le système sympathique s'active. Et quand on est assis, c'est le parasympathique qui s'active. Et du coup, il est très difficile d'avoir un système digestif convenable qui dépend du parasympathique si nous sommes debout, nous sommes en tendance sympathique. Il faut manger assis. Il faut manger assis, il faut mâcher. Le stress, c'est surtout un réflexe sympathique, donc le stress, il ne faut pas manger quand on est stressé. Et du coup, on se retrouve vraiment avec des bêtises, mais c'est qu'il faut manger assis, il faut mâcher, il faut prendre son temps, il ne faut pas être stressé. Il faut commencer avec une salade, un apéritif, il faut prendre le dessert après avoir mangé. Enfin, c'est vraiment bête. Mais voilà, on se retrouve un peu au rituel de table, quoi. Mais c'est pas pour rien qu'on en est venu là à manger comme ça. Voilà, mais après, bon, une fois que l'alimentaire est là-dedans, y a pas, ça c'est, ici on peut contrôler la bouche et tout ça, mais là-dedans on ne contrôle pas consciemment. Là, il faut se fier à ce qu'on a mangé, mais surtout justement aux plantes médicinales dont on pourra aller discuter entre dans le potager. Et voilà, donc en gros le résumé, mais j'ai déjà plus ou moins tout dit oralement. Mais bon, c'est encore très complexe, justement, surtout avec ces synergies, non seulement entre le glucose et le fructose, mais après entre la graisse, les différentes graisses et le sucre. Maintenant, le sel et les graisses, ça devient très difficile. De façon générale, c'est bon d'augmenter le bon. Et donc ça va être les fibres qui jouent aussi un rôle sur la microflore, et de diminuer le mauvais. Acheter local, point d'interrogation. Tendre aux formes complètes et naturelles, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons évolué pour la nourriture a évolué pour nous. Et si on commence à aller un peu trop vite, notre corps ne sait pas nécessairement le rattraper. Donc, mais bon, mais pas trop, comme on a vu, la transformation n'est pas en elle-même mauvaise, et ni le sein. Le rituel de table. C'est un peu ce que je décrivais, c'est où tu es assis, tu papotes, pendant que l'autre parle, toi tu mâches, quand toi tu parles, lui il mâche, tu prends un apéritif, enfin, c'est ce qu'on avait toujours appris, mais juste pour dire qu'il y a une raison logique qu'on a développé ce rituel, et souvent les rituels sont des trucs hyper logiques. Et le fermenté. Oui, donc le fermenté a été fortement retiré de notre alimentation, surtout depuis la révolution de Pasteur, où on s'est dit qu'en fait il fallait tout pasteuriser. C'était avant qu'on comprenne que en fait c'est pas la stérilité qui est saine, mais c'est justement avoir plein de bactéries qui font l'équilibre aux mauvaises bactéries. Donc où est-ce qu'on trouve le fermenté? C'est assez compliqué, il y a évidemment le pain, le fromage, le saucisson, des bons aliments comme ça. Voilà, c'est justement. Parce que la fermentation va faire des choses à l'alimentation, elle va augmenter les vitamines B justement, elle va rendre les acides aminés plus disponibles, elle va augmenter la vitamine C, elle fait plein de choses. Et ça, on aura déjà les bienfaits si on l'avale, mais après il y a toutes les bactéries qui, elles, font leur place dans notre intestin, sauf si on pasteurise la chose. Donc en effet, le pain qui est cuit, c'est fermenté, mais ce n'est pas probiotique. Et le levain? Le levain, s'il est cuit, il sera plus probiotique. Mais justement, ça se trouve dans la choucroute non pasteurisée, ça se trouve dans le yaourt non pasteurisé, le kéfir, le kombucha. En Europe, on n'a plus tellement de ces aliments, mais dans tout le reste du monde, ils en ont encore beaucoup. Tu disais quoi? Donc le kéfir, le levain. Ah oui, le levain. Donc le levain, c'est un autre thème, et c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font des intolérances au gluten, mais le levain a une transformation fondamentalement différente que la levure sur le gluten. Et ça, il y a des photos microscopiques. Qui casse mieux le gluten? Ouais. C'est très intéressant à voir. Je veux dire aussi l'avantage de la fermentation, c'est que vous avez déjà, dans le digestif, annihilé, détruit les sucres qui vont être assimilés. Oui, c'est ça. En c'est pas ça le rôle du sucre, c'est d'être fermenté justement en acide. Et les bières alors? Les bières non pasteurisées sont. Les bières d'abbaye. Si elles ne sont pas pasteurisées, elles sont probiotiques. Mais les bières de nos jours se limitent surtout à une levure, qui est la après la fermentation. À 4 saisons.
Voilà, les goûts se sont vraiment calmés. On aime beaucoup moins les bières amères et beaucoup plus les bières sucrées. Concernant la lactofermentation, voilà, maintenant les questions. J'ai fait du chou lactofermenté, ça prend 2 minutes, c'est très facile. Et il faut mettre 2% du poids du chou en sel. Et du coup, le chou, l'eau sort du chou, on rajoute de la chlorine, tout ce qu'on veut, mais le sel, donc je laisse ça dans une pot 2 semaines, 1 mois, le temps de la fermentation. Mais après, est-ce que le sel est digéré par les bactéries et non. du coup ça n'a plus un impact ou ça a quand même un impact du sel? Non, ça reste raisonnablement avec 2% de sel. Ce qui n'est pas gigantesque. Hein. Oui, 2% sur 600 grammes de chou, mais je mange. Tu ne peux pas manger 600 grammes. Ça n'a pas. Non, ça reste. Mais voilà, justement, quand on parle comme en Roumanie, par exemple le beurre, ça en effet, ils mettent beaucoup plus de sel dedans. Et là, il ne faudrait pas exagérer. Mais 2% de sel, c'est tout à fait raisonnable. Et surtout, il y a plein de potassium dans le chou et de. Voilà, ça compense bien. C'est vrai. Donc la choucroute est très très saine. Quoi? Le chou, tous les choux sont très bons pour les intestins. Oui, donc le chou, c'est les choux, les brassicées, c'est une famille très intéressante qui fait diminuer la thyroïde. Donc les riots de chou. Ah oui. Oui. Enfin, c'est quand on abuse du chou que ça devient goitrogène. Mais en gros, comme tu dis très bien, et surtout le super chou, c'est le brocoli. Le brocoli parce qu'il contient des diindolméthane et c'est le plus puissant protecteur ou destructeur de l'œstrogène toxique. Donc c'est un très bon investissement pour éviter le cancer du sein. Et cuit? Pardon? Cuit? Oui, ça pose pas de problème. Je suis dit, là tu peux t'expliquer parce que je ne connais pas. On dit dans les traditions, notre grand-mère cuisait le chou en faisant du bicarbonate pour le rendre moins toxique. Ah oui, pour qu'il ait plus digeste. Ça rendait plus digeste. Est-ce que tu as l'explication? Pour le soir. Non, moi je ne sais pas. Mais c'est. Non, le bicarbonate n'est pas bon pour la digestion. On a eu cette maladie aux alcaloïdes. Je crois qu'il y a des alcaloïdes dans certains choux et le bicarbonate les rendrait en forme non soluble. Oui, d'accord. Oui, il est neutralisé. Mais je sais pas. Je te dis, curieusement, le chou pas cuit ne l'est pas. C'est quand on va manger un chou cuit, il faut neutraliser les toxines avec le bicarbonate. C'est la tradition des anciens. Enfin, ça fait des gaz au pire, le chou. Mais j'ai jamais entendu que le chou était toxique en gros. Non, les crucifères sont les plus investis. Et tu avais posé une bonne question, c'était quoi? De cuire les aliments avec du bicarbonate. Ah oui, le bicarbonate. Non, le bicarbonate, c'est pas un digestif. Je ne sais pas ce que tu vas répondre. Qu'est-ce que tu pas de bicarbonate? Donc là, par exemple, on peut parler du reflux acide. Il y a des gens qui prennent du bicarbonate. Ça, c'est. C'est la grosse bêtise. Oui. Ok, on est d'accord. Ça, je peux m'expliquer parce que vraiment, c'est très très important. L'estomac, c'est. Tu m'arrêtes, hein? L'estomac, c'est un organe pour attaquer les protéines animales. Oui. Point barre. Et stériliser. Oui, et stériliser. Et pour apporter la B12. D'accord. Et donc, vous allez attaquer les protéines animales. Je lui dis, plutôt le matin, le midi. Surtout pas le soir. Pourquoi? Parce que physiologiquement, vous avez moins d'acide le soir dans votre estomac. Et plus vous êtes âgé, plus c'est vrai. C'est pour ça que les petits vieux, ils ne mangent rien le soir. Ils ne mangent rien. Et si on les avait au restaurant, ils vous regardent manger en disant je prendrai l'entrée. Et ils ne la terminent pas. Et là, les seigneuries et les hôpitaux, ils ne mangent pas le soir. On n'oserait pas. Ils ne vont pas digérer. Donc il n'y a pas d'acide dans l'estomac. Vous ne pouvez pas attaquer vos protéines animales, y compris le poisson. Si vous ne digérez pas vos protéines animales, l'estomac, comme tu l'as très bien dit, surtout si tu as mal mâché, ne va pas pouvoir vider l'estomac dans l'heure et demie permis pour une digestion complète. Conséquence, c'est que si vous n'avez pas une vidange rapide, puissante de l'estomac comme une baisse brutale dans votre chasse d'eau, c'est exactement le même processus. Vous n'allez pas libérer les deux hormones, cholécystokinine, sécrétine, qui lance, comme tu l'as bien dit, l'axe biliaire et puis l'axe pancréatique. Dans ce cas-là, vous allez faucher toutes les formes de digestion. Puisque vous n'avez pas su digérer les protéines animales, vous ne digérez pas non plus les sucres et les graisses, puisque vous n'avez pas lancé les starters. Trop d'acide.
puisque ça brûle, c'est évident, c'est trop d'acide dans l'œsophage, mais c'est trop peu d'acide dans l'estomac. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans l'œsophage. Et lui va prescrire ce qu'on appelle un IPP, c'est-à-dire un inhibiteur d'approproton, c'est un antiacide. Nexium, Orthomètre, orthozole, oméprazole, ésoméprazole, une autre molécule en compétition avec celle que tu as décrite, la torvastatine, c'était le logastrique, dans le temps. Et donc, vous allez diminuer encore plus l'acidité de l'estomac. Et qu'est-ce qui va se passer au repas suivant que vous avez reçu ce produit? C'est qu'effectivement, votre estomac a encore moins d'acide qu'il en avait si peu. Mais quand vous refluez, c'est plus du tout acide. Et vous ne le sentez plus. Et vous dites, quel docteur m'a eu m'a prescrit un IPP? Je ne sens plus. Le problème, c'est que vous n'avez pas digéré vos protéines animales. Et donc, comme vous n'avez pas digéré vos protéines animales, vous n'avez pas d'acide aminé. Et vous allez vous décomposer. Vous allez avoir de l'ostéoporose, la stéatose hépatique, Alzheimer, diabète, cancer d'estomac, insuffisance cardiaque et rénale. Parce que vous n'avez plus de protéines bien digérées. C'est prouvé maintenant, 20 ans après l'introduction des produits, c'est une horreur absolue. Et tout bicarbonate, quand tu disais, on va prendre du bicarbonate pour digérer, mais non, c'est justement la faute à ne pas faire. Parce que si vous prenez du bicarbonate, vous allez refluer moins acide peut-être, mais vous avez tué l'acide dans l'estomac, vous n'êtes plus capable de digérer un repas. Donc l'acidité au milieu de la nuit pour éviter les omettes peut-être, mais pas de bicarbonate, pas de badois au restaurant s'il vous plaît. Pas d'alka-seltzer. Pas d'alka-seltzer. On va expliquer ça aux garçons de restaurant. Donc quand vous mangez, ou quand vous prenez une badois qui est une belle eau parce qu'il y a du silice dedans, et vous avez du bicarbonate, et vous avez tué l'acidité de votre estomac, vous attendez votre corps restaurant, vous ne digérez